Bienvenue pour les questions au gouvernement sur LCP et très heureuse de vous retrouver ici en direct de la salle des pas perdus à quelques mètres de l'hémicycle de l'Assemblée nationale où va se tenir à partir de 15h la séance de questions au gouvernement que vous allez pouvoir suivre en direct et en intégralité sur la chaîne parlementaire. Vous l'avez vu, le décompte est lancé, c'est donc parti pour ces questions d'actualité. La France accuse, vous le savez, un déficit public de 5,5% en 2023, largement supérieur aux prévisions. Et pourtant, le président de la République écarte tout projet de loi de finances rectificative. Il l'a dit hier lors d'une réunion du comité de coordination de sa majorité. Alors qu'en sera-t-il? De quoi en tout cas attiser les rumeurs d'une motion de censure spontanée? On va vous expliquer toute cette actualité parlementaire avec Elsa Mondinga et Stéphanie Despierres qui se trouve salle des 4 colonnes, avec Marco Pommier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour le menu des questions au gouvernement. Et puis on vous fera vivre, image exclusive LCP, l'arrivée du Premier ministre et de tous les membres du gouvernement. Ce sera cours d'honneur, c'est-à-dire l'entrée principale du Palais Bourbon. On retrouve tout de suite Elsa Mondingava, salle des 4 colonnes. Elsa, quelle est l'ambiance ce mardi? Eh bien, vous l'avez dit, Brigitte, tous les groupes ont parlé de la motion de censure. La droite montre les muscles, la gauche se dit bien pourquoi pas elle. Alors, qui, quand et surtout pour quel projet après? Bien, tout le monde a son scénario, mais personne n'a le même. Merci Elsa. On va se tourner maintenant vers Marco Pommier qui lui est dans les tribunes de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Marco, quel est le thème principal qui pourrait être débattu cet après-midi? Eh bien écoutez Brigitte, un sujet s'impose, les violences scolaires après l'agression mortelle de Shemseddine à Viry-Châtillon. Cet adolescent de 15 ans violemment agressé par plusieurs personnes jeudi dernier aux abords de son collège. Après l'agression aussi de Samara, autre collégienne rouée de coups la semaine dernière près de son établissement à Montpellier. 3 questions sur le sujet cet après-midi. Marine Le Pen interpellera directement Gabriel Attal sur ce qu'elle appelle l'ensauvagement. Merci Marco Pommier, on vous retrouvera un petit peu plus tard dans cette émission pour un menu détaillé, cette fois des questions au gouvernement. Je vous présente mon plateau avec mes Benoît Mournay, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance des Hautes-Pyrénées. Et face à vous, Valérie Rabault, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes députée socialiste du Tarn-et-Garonne, vice-présidente de l'Assemblée nationale et ancienne rapporteure générale du budget. C'est important parce qu'on va parler finances publiques avec ce déficit qu'on connaît, 5,5% en 2023. Un gouvernement qui cherche des économies et les oppositions qui dénoncent un budget insincère et qui brandissent la menace d'une motion de censure. Stéphanie Despierres, on vous retrouve salle des 4 colonnes. Ce que l'on sait, c'est que les coupes budgétaires ne passeront pas par le Parlement. Oui Brigitte, et c'est beaucoup plus clair depuis hier. Emmanuel Macron s'est invité en personne à la réunion hebdomadaire des chefs de la majorité à l'Elysée. Il ne veut pas d'un projet de loi de finances rectificative. Je n'en vois pas l'intérêt. Le gouvernement doit faire les choses avec sérieux pour tenir nos objectifs, a dit le président de la République. Son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était plutôt partant, lui, pour un passage au Parlement. Mais selon le président de la République, la France a un problème de recettes moindres, pas de dépenses excessives. Et Emmanuel Macron a peur que les Français s'affolent face à cette dette et face à ces débats. Le gouvernement se met dans une situation, il se prend des leçons de sérieux budgétaire matin, midi et soir par des gens qui n'ont pas voulu voter l'année dernière la réforme des retraites. Allusion aux Républicains par le président de la République. Alors je vous le rappelle, le déficit public cette année est beaucoup plus élevé que prévu. Bercy a déjà annoncé 10 milliards d'économies pour 2024 et on cherche 20 milliards pour 2025. Cette année, les crédits ont été annulés par décret sans passer donc par la case Parlement. Depuis des semaines, les oppositions, droite et gauche confondues, réclamaient un projet de loi de finances rectificatif. Ce sera donc non. Il y aura seulement un débat, mais sans vote, le 29 avril à l'Assemblée. Merci. Ces précisions, Stéphanie Despierres, une réaction Valérie Rabault. Le président l'a dit donc hier à ses troupes, pas de projet de loi de finances rectificative. Pourquoi? Parce que le problème vient des moindres recettes et pas de dépenses excessives. Est-ce que cette explication vous convient? Est-ce que pour vous, il y a nécessité d'un projet de loi de finances rectificative? Alors, l'explication est techniquement juste. On l'a toujours dit, c'est pas un problème de dépenses qui auraient dérapé, c'est un problème de recettes qui ne sont pas rentrées dans les caisses de l'État comme le gouvernement l'avait attendu. Donc, sur ce point-là, je suis d'accord avec le président de la République. Sur le fait qu'il n'y ait pas de... Ça fait quand même 2 ans
que l'Assemblée nationale n'a pas voté clairement un budget. Et je pense que démocratiquement, c'est déflagrateur. Donc le fait de refuser d'avoir un débat budgétaire à l'Assemblée nationale, de mettre tout le monde autour de l'hémicycle pour voir quelles sont les pistes possibles, je trouve que c'est déflagrateur. Sur les moindres recettes, c'est quand même le président de la République qui a fermé la porte à toutes les moindres recettes, que ce soit la taxe sur les super-profits, le retour de l'ISF, qui là ne pénalise pas toute la population, mais qui permettent d'avoir une vraie justice fiscale en demandant à ceux qui ont plus de contribuer. Alors on va revenir c'est quand même sur le cette président idée. de la République qui a fermé la porte à toutes ces options-là. Vous dites qu'il faudrait mettre tout le monde autour de la table et en débattre. Bon, il y aura un débat le 29 avril, mais ce budget, même si on en discute, il n'y a pas de majorité pour le voter. On ne peut pas se mettre d'accord ici à l'Assemblée sur un budget. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas de majorité absolue ici à l'Assemblée nationale, donc c'est très difficile d'obtenir un vote. Mais ce qui est sûr, c'est que ne jamais mettre sur la table les questions budgétaires, je parle bien des questions budgétaires, pas de mesures qui peuvent être envisagées, c'est déflagrateur dans une démocratie. Et donc le président de la République et le gouvernement seront acculés, soit par une motion de censure qui sera peut-être votée, soit même par le fait que les Français aussi le demandent. Moi, c'est la première fois dans ma circonscription où on me parle des finances publiques. Et pourtant, vous savez que c'est un sujet que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Avant, on m'en parlait pas. Ce week-end, on m'en a parlé. C'est la 5e préoccupation des Français, selon un dernier sondage paru dans la Tribune dimanche. Ce week-end, on m'en a parlé. On vous en a parlé. Alors, Benoît Mournay, vous mettez un peu la poussière sous le tapis. Là, ce qu'on entend, c'est qu'il faut véritablement un vrai débat budgétaire. Il faut parler des super profits, des super dividendes. Il faut mettre ça dans le débat. Est-ce que vous y êtes prêt dans la majorité ? Oui, alors tout comme Valérie Rabault, moi je me réjouis que les sujets de finances publiques, d'endettement public viennent au premier plan. Après une crise Covid, après une crise ukrainienne où l'État a protégé, beaucoup protégé, plus que nos partenaires européens, et qu'on regarde en face la réalité de nos comptes publics et qu'on s'inscrit dans une trajectoire de redressement qui, je le dis d'emblée, devra concerner tout le monde. Ça ne peut pas être une partie seulement qui ferait l'effort. Alors, ça ne nous a pas échappé non plus. Tout le monde, ça veut dire quoi ? Tous les Français devront participer à cet effort ? C'est-à-dire que à partir du moment où on a un constat commun sur une situation qui est sérieuse, tout le monde doit s'inscrire dans des propositions utiles, que ce soit sur des dépenses, mais aussi sur le livre des recettes pour la corriger. Simplement, ça ne nous a pas échappé non plus que nous sommes en majorité relative. Et moi, je le regrette énormément que sur le budget initial, mais aussi sur les budgets rectificatifs, qu'on ne puisse pas obtenir à minima une abstention de certaines oppositions qui permettrait au Parlement de voter ces budgets. Donc le gouvernement n'a d'autre choix in fine que d'engager sa responsabilité. Rappelons quand même qu'il y a un vote systématique dans les motions de censure, donc il y a toujours quand même un moment démocratique dans l'hémicycle. Et je rappelle, vous avez été rapporteur général du budget, moi je suis membre de la commission des finances, que le budget 2024 a été voté en commission. Voilà, donc ça malheureusement à la fin du... C'est un vote contre, jusqu'à la fin du... Alors, sauf erreur de ma part. Partie un peu différente, c'est la deuxième partie, mais enfin vous avez suivi. Mais enfin, sur le fond, ça jusqu'à la fin du mandat, nous sommes dans cette situation. Effectivement, il y a une majorité relative, vous êtes obligé de passer par 49.3 pour faire voter le budget, mais quand même, il y a des amendements qui ont été votés. Par exemple, l'amendement de Jean-Paul Mattei sur les super-profits, celui-là, il avait été voté par une très large majorité et il n'a pas été retenu dans le budget. Est-ce que ça pose pas à minima un problème démocratique, à maxima un problème pour les finances publiques ? Non, mais alors moi là-dessus je suis extrêmement à l'aise parce qu'en effet il y a eu des propositions de recettes. Alors il faudra de quoi on parle sur les super profits. Il y a eu une taxe super profit qui a d'ailleurs rapporté un peu moins que escompté sur les énergéticiens. C'est compte tenu aussi de la rebaisse du prix de l'électricité. On en a une sur les laboratoires de biologie médicale. On en a voté une sur l'automobile. Et s'il faut ouvrir le sujet, nous sommes prêts. D'ailleurs le Premier ministre a annoncé une task force qui se lance d'ici au mois de juillet pour faire des propositions, pour cadrer un petit peu les choses. Mais notre boussole, ça reste le plein emploi. Nous sommes à 7,5% de chômage, c'est encore beaucoup trop. Et la réalité, on le dit, on le répète, si on avait un taux d'activité, un taux d'emploi de nos seniors et de nos jeunes comparable à nos voisins européens, on aurait déjà beaucoup moins de problèmes de finances publiques. Donc ne prenons pas des mesures fiscales en particulier qui viennent percuter cet objectif. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire toute réflexion, en particulier sur les niches fiscales. Je note aussi qu'il y avait un amendement qui a été repris du groupe socialiste sur les aviseurs fiscaux. Nous avons à travailler encore sur le sujet des fraudes fiscales
et sociale. Et je crois que le gouvernement, d'ailleurs, au-delà du plan fraude de l'année dernière, a des idées pour continuer là-dessus en transpartisan. Mais on sait bien d'expérience que sur ces sujets de finances publiques, ça se prête assez mal à des effets d'annonce. Il faut travailler les sujets, si vous me permettez, dans le moteur. Alors Valérie Rabault, on parle de plein emploi pour ramener effectivement le déficit à 3%. Si on avait le taux d'emploi de l'Allemagne, on serait peut-être dans les clous. Pour autant, là, le gouvernement dit pour revenir au plein emploi, il faut faire cette réforme de l'assurance chômage. Vous êtes d'accord avec ça? Non, et puis non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je constate que l'ancienne première ministre n'est pas non plus d'accord au vu de ce qu'elle a indiqué la semaine dernière sur son compte Twitter. Il faut prendre les choses dans l'ordre. Le véritable problème, le manque de recettes et aussi la question de l'emploi, c'est lié au fait qu'on a une activité économique qui n'est pas assez dynamique. On voit que la productivité, c'est-à-dire on a souvent dit en France on travaille peut-être moins que dans d'autres pays, mais quand on est au travail, on produit plus. C'est la productivité. Là, elle s'effondre depuis 2019. Donc il y a beaucoup de questions structurelles qui sont sur notre économie et qui malheureusement ne sont pas dans le débat. Le vrai sujet, c'est l'activité économique. Et quand il y a une activité économique robuste, ça fait aussi rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Les deux impôts qui n'ont pas été au rendez-vous, principalement dans la note de l'INSEE, c'est l'impôt sur les sociétés et la TVA. Eh bien, ces deux impôts sont le reflet du dynamisme de l'activité économique. S'il y a moins de rentrée fiscale sur ces deux impôts, ça veut dire qu'il y a un problème sur l'activité économique. Et pour moi, c'est vraiment le sujet sur lequel on doit se concentrer, c'est-à-dire en dopant l'investissement. Alors, vous allez me dire comment on le paye avec les finances publiques. Avec quel argent? Voilà, je vois à votre regard que vous aviez envie de me poser la question. Donc, mais c'est pour ça que la situation est très compliquée. Moi, je jette la pierre à personne. La situation est très compliquée. Mais il faut se fixer 2-3 priorités, notamment sur cette capacité d'investissement, plutôt que de faire comme le plan France 2030, où vous saupoudrez un peu tout le monde. Et en fait, vous n'en retirez pas des pour objectifs, votre argent. Mais pas forcément revenir aux 3% en 2027. Non, mais les 3%, c'est irréalisable. Il faut. Alors c'est irréalisable. Irréalisable. Sinon, vous mettez l'économie à genoux. Je pense qu'on n'en a pas besoin. C'est irréalisable, il ne faut pas se raconter d'histoire. 2027, c'est dans 2 ans et demi. On part d'une marche à 5,6%. Vous savez, quand on regarde, on fait un peu d'archéologie des finances publiques, quand on regarde le déficit public de 0,5% du PIB, ça a toujours été fait quand il y avait plus de 2% de croissance. Donc là, on n'en a pas la moitié. Loin, et vouloir faire des marches aussi hautes, ça détruit l'économie. Donc pour moi, c'est irréalisable. Alors, il y a le programme de stabilité qui doit être présenté d'ici demain. Donc là, on aura, ce qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs, les prévisions de croissance, de déficit, de dette. Vous pensez que l'objectif, c'est toujours 3% en 2027? Parce que Valérie Rabault le dit, c'est irréalisable. En tout cas, l'objectif, c'est qu'en 2027, si on ne fait rien, en 2027, nous paierons 75 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette. Vis-à-vis de nos partenaires européens, mais surtout vis-à-vis de nos enfants et nos petits-enfants, c'est inacceptable. Ça deviendrait le premier budget de l'État. Donc, est-ce qu'il faut être plus rigoureux dans la tenue des comptes après avoir beaucoup protégé pendant le Covid et le bouclier inflation? Évidemment, oui. Là où on se rejoint, c'est qu'en effet, la mère des batailles, c'est l'activité économique. On ramène des gens dans l'emploi, quand même, excusez du peu, 2 millions d'emplois créés, 400 000 entreprises, ce n'est pas rien. Et la productivité baisse un peu. Pourquoi? Parce qu'on ramène des gens relativement moins productifs sur le marché du travail. Quand vous êtes en début de carrière professionnelle ou les seniors, on ramène des gens qui sont plus éloignés de l'emploi. On a de très bons résultats aussi sur des travailleurs en situation de handicap qui ramènent. C'est difficile. Et plus on va les approcher des 5, plus c'est difficile. Donc en effet, la boussole, ça reste la réindustrialisation de notre économie et le soutien à l'activité. On a des difficultés notamment dans le secteur du bâtiment ces temps-ci, compte tenu de la hausse des taux d'intérêt. Donc tout ça est extrêmement compliqué et donc il ne faut pas prendre de mesures brutales qui viendraient couper cette trajectoire d'emploi et d'activité. Pour autant, est-ce que chacun de nos rapports spéciaux de la Commission des finances, des affaires sociales, doit pas s'atteler à faire des propositions pour faire des économies? Et oui, évidemment, oui, c'est notre travail. Est-ce qu'il faut interroger le gouvernement sur Alors ces oui, mais une fois qu'on a dit ça, on va les les chercher où ces économies? Alors, moi, je peux vous lancer quelques idées. Je parle ni au nom du gouvernement, ni au nom de mon groupe, mais sur les niches fiscales. Les niches fiscales, c'est de la dépense, c'est-à-dire c'est un moindre recette d'imposition. On en a certaines qui sont... Le crédit d'impôt recherche, par exemple élevé, vous citez celui-là. Il y a une partie qui est absolument nécessaire pour les entreprises qui font de la recherche et du développement. La question, c'est est-ce qu'elles ne peuvent pas être à un moment donné capées,
plafonner. Voilà, et ces questions-là ne sont pas illégitimes. Sur la mission de travail-emploi, on a remis beaucoup de gens dans l'emploi et notamment l'apprentissage. Est-ce que les aides à l'apprentissage sont aussi efficaces sur les bacs +2 que sur les infrabacs ou les bacs 0? La question peut se poser, c'est assez documenté. Voilà des exemples. Bon, on pourrait en citer d'autres, je ne veux pas être trop technique sur nos rapports spéciaux qui peuvent être énoncés. Mais je pense qu'il faut aborder tout ça sans tabou, y compris sur le champ des dépenses sociales et d'assurance maladie. On pensait au transport sanitaire pour mettre de l'argent là où c'est le plus utile. Par exemple, prévention, vous savez, sur la santé mentale, je prends toujours cet exemple. Vous savez combien ça coûte le fait de ne pas bien prendre en charge la santé mentale dans notre pays? 160 milliards d'euros par an, essentiellement dû à des pertes de productivité du travail. Mais pour ça, il faut des médecins mieux aussi. Et plus tôt. Oui, non, mais c'est aussi de détecter plus tôt. Voilà. Donc en fait, vous voyez, ça peut pas être un effet d'annonce. C'est du travail interne à l'Assemblée, au Sénat. Et c'est un travail avec le gouvernement. Et nous souhaitons que chacun des groupes d'opposition fasse des propositions sur cette trajectoire de redressement de nos comptes publics, bien évidemment. Alors, quelles propositions vous pourriez nous faire, Valérie Rabault, au groupe PS? Et est-ce que les propositions qui sont avancées là sur ce plateau vous paraissent convenir à la situation actuelle? Alors, nous, on avait fait en octobre dernier tout un contre-budget et nous sommes le seul groupe à avoir fait une trajectoire budgétaire. C'est-à-dire, si on propose des dépenses, on propose des recettes en face pour ne pas aggraver le déficit public. Donc, nous avions été le seul groupe à le faire. Il y a beaucoup de propositions qui ont été formulées. Sur les niches fiscales, je vais rejoindre ce que mon collègue a dit. On peut se rejoindre là-dessus, mais je crois que, par exemple, sur le crédit d'impôt recherche, effectivement, on voit qu'il profite à... Enfin, est-ce que toutes les entreprises qui bénéficient du crédit d'impôt recherche font beaucoup de recherche? La plupart, oui, il faut quand même le dire. Certaines, non. Donc, on peut regarder les choses de manière un peu plus fine. Donc, là-dessus, on peut parfaitement se rejoindre. Sur le soutien au logement, nous sommes très attachés et nous regrettons, par exemple, les yo-yo sur MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', un coup, on vous dit vous avez besoin d'un accompagnateur. Un coup, vous n'avez plus besoin de l'accompagnateur. Un coup, vous pouvez faire un monogeste, c'est-à-dire vous changez votre chaudière, mais pas, vous mettez pas d'isolation, et puis après on vous dit si vous voulez, tout le monde est perdu là-dessus. Et ça, c'est ça a concerné les coupes budgétaires aussi. Oui, mais c'est du gaspillage d'argent parce que vous savez plus où vous en êtes. Donc ça, c'est quand même des vrais sujets qu'il faut essayer de mettre sur la table. Est-ce qu'on peut trouver un accord sur le logement, parce que on voit que là il y a eu des baisses de moins 30% des permis de construire, ce qui veut dire que le problème il va être dans 18 mois. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel on peut se mettre d'accord. Vous citiez la santé mentale. Nos collègues Joël Aviragné et Chantal Jourdan ont fait une mission là-dessus sur ce sujet qui a abouti à des propositions. Alors évidemment, ça suppose aussi qu'on puisse avoir des médecins. Je déborde un peu sur la question budgétaire, mais en 2018, le gouvernement a supprimé le numerus clausus. Il a très bien fait, c'était une très bonne mesure. Et là où nous sommes en 2024, il n'y a pas forcément plus de médecins formés parce que les universités disent on n'a pas de place, on ne peut pas les accueillir, etc. Donc ça, il faut résoudre. Ça, c'est des choses concrètes et qui répondent à la fois aux préoccupations de nos concitoyens qui peinent à trouver un médecin et aussi qui aura un impact budgétaire. Donc tout est lié. C'est pour ça que quand je dis qu'il faut poser une équation sur la table, c'est vraiment tout mettre sur la table. Alors il y aura ce grand débat le 29 avril. On peut imaginer que tous les groupes feront effectivement des propositions. Là, on voit bien que les Républicains mettent la pression sur le gouvernement pour qu'il redresse la barre en matière de finances publiques, et ils menacent d'une motion de censure. Elsa Mondingava, l'idée commence à agiter aussi l'ensemble des groupes politiques. Ah oui, Brigitte, je peux vous dire qu'on ne parlait que de ça ce matin à l'Assemblée, le risque de cette motion de censure. Vous l'avez dit, les Républicains montrent les muscles. Éric Ciotti, le président du parti, l'a rappelé, il y a 3 lignes rouges: pas de hausse d'impôts, pas de baisse des pensions de retraite, pas d'économie sur la santé des Français. Ils ont décidé de jouer cette carte des finances publiques à fond. C'est notre sujet, commentait un cadre du groupe. Mais on sentait qu'Olivier Marleix, le président du groupe, justement un peu moins allant peut-être en conférence de presse, rappelant qu'il ne fallait pas que cette motion de censure soit une diversion. À droite, donc, on s'organise, et à gauche, on n'attend pas que la droite se décide. On menace aussi de déposer une motion de censure. Le groupe Lyot rappelle que c'est lui qui avait déposé la motion de censure lors de la réforme des retraites, celle, vous savez, qui avait fait quasi tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne. Ça s'était joué à 9 voix près.
prêt. Alors, qui déposera la motion de censure en premier? Quand? C'est un autre débat. Maintenant, après les 2 semaines de suspension, avant les Jeux Olympiques, à la rentrée, ça encore, ce n'est pas tranché. Et puis surtout, pour quel projet derrière? Tout le monde a des scénarios, dissolution ou non, accord de gouvernement ou pas. Vous le voyez, on en parle beaucoup, mais rien de concret pour l'instant. Merci Elsa Mondingava. C'est vrai que cette idée de motion de censure est sur la bouche de tous les groupes politiques, de tous les responsables, et notamment celle des Républicains qui menacent régulièrement dans la presse de brandir cette motion de censure. Alors, est-ce que c'est véritablement une réalité à droite? On va poser la question à Véronique Louwagie, qui est députée LR de l'Orne et membre de la Commission des Finances. Est-ce que cette menace de motion de censure est sérieuse, et ce serait quand? Alors écoutez, je crois que c'est difficile de se prononcer longtemps à l'avance sur une motion de censure. En tout cas, ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est que nous sommes très préoccupés par la situation des finances publiques. Il appartient finalement maintenant au gouvernement de se saisir de ce sujet et d'apporter des réponses. Parce que c'est vrai que nous avons une situation préoccupante, un niveau de prélèvement obligatoire très important, un niveau de dépenses également, et un déficit qui fait que nous serons le dernier pays au niveau européen à atteindre, à être en dessous du seuil de 3% au niveau du déficit. Voilà. Donc, Éric Ciotti l'a très bien dit, il y a 3 lignes rouges à ne pas franchir. D'une part, une hausse des impôts. Et nous sommes inquiets quand nous voyons un groupe de travail qui se met en place avec l'idée d'analyser les rentes, de taxer les rentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est le mobilier? Est-ce que c'est une volonté de taxer les propriétaires qui ont fini de payer leur logement? Voilà, donc c'est une inquiétude. Il y a la question de la désindexation des retraites. Pour nous, c'est une ligne rouge. Il est inadmissible de toucher aujourd'hui aux retraites qui ont été acquis par le travail des personnes quand elles étaient actives. Et puis, il y a la question où la santé ne doit pas être la seule variable d'ajustement. Voilà, donc ces 3 lignes rouges ont été posées, elles sont clairement établies. Il appartient au gouvernement de se saisir du sujet pour redresser la trajectoire des comptes publics. Vous réclamiez un projet de loi de finances rectificatif, il n'y en aura pas, Emmanuel Macron l'a dit. Ça vous fait donc une occasion en moins aussi de déposer une motion de censure. Je crois qu'une motion de censure peut être déposée à tout moment. Il n'est pas obligé d'attendre un texte de loi ni le recours à l'article 49.3. Pour qu'il y ait une motion de censure, il faut qu'il y ait un événement, un ou plusieurs événements. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas utile de rajouter du chaos au chaos qui peut exister. La situation économique est grave. La situation des finances publiques l'est aussi parce que nous engageons les générations futures et nous mettons aujourd'hui le pays en difficulté de pouvoir investir sur des sujets comme ceux de la transition écologique, d'un certain nombre d'investissements à réaliser. Donc nous ne voulons pas rajouter du chaos au chaos économique et financier qui existe déjà. Très vite, si Lyot dépose une motion de censure, vous pourriez, les Républicains, la voter? En ce qui me concerne, je ne la voterai pas. Je ne peux pas aujourd'hui m'engager, et je le dis très ouvertement, je ne suis pas favorable au dépôt ni au vote d'une motion de censure. En revanche, je ne m'interdis pas un jour de pouvoir prendre en compte ça. Si la situation, effectivement, des finances publiques n'est pas du tout améliorée par le gouvernement, et si même le gouvernement, je dirais, fait un peu n'importe quoi en continuant à augmenter les impôts comme il l'a fait. Merci beaucoup. Merci Stéphanie Despierres. Benoît Mornet, vous avez entendu, il y a 3 lignes rouges du côté des Républicains. Pas d'augmentation d'impôts, pas de coupe dans les dépenses de santé et pas de désindexation des retraites. Est-ce que cette motion de censure, elle vous paraît inéluctable ou pas? Est-ce que vous êtes prêt à répondre aux demandes des Républicains? Mais en tout cas, j'ai écouté notre collègue Véronique Louwagie et j'observe que tous les Républicains ne sont pas d'accord sur cette stratégie. Parce que pour une motion de censure, il faut peut-être une motion de proposition. La vérité, c'est que si on fait l'addition de ce que les Républicains ont proposé dans le budget 24, donc pas de hausse d'impôts en effet, c'est 120 milliards d'euros de dépenses en plus. Bon, ils n'ont pas en effet voté pour des raisons un peu politiciennes la réforme des retraites l'année dernière qui était une réforme difficile. Donc là, il y a un sujet, y compris vis-à-vis des électeurs. Donc vous mettez la droite face à ses responsabilités, c'est ça? De crédibilité, de responsabilité. Donc voilà, donc maintenant, si demain, après-demain, il devait y avoir une motion de censure, eh bien, elle serait à nouveau discutée et débattue. Sauf que vous pouvez l'éviter si vous ne franchissez pas ces 3 lignes rouges. Est-ce que vous y êtes prêt? Non, mais enfin, c'est des lignes rouges, si vous voulez. Là, oui, sur les retraites, je pense qu'on a toujours été clair parce que on a fait la réforme des retraites pour préserver le pouvoir d'achat des retraités. Et les retraites ont été indexées cette année au-delà de l'inflation.
5,2%. L'inflation était à 4,9% en fin d'année dernière. Sur la santé, il ne faut pas s'interdire de réfléchir à l'efficience des dépenses de santé. Vous parliez des transports sanitaires tout à l'heure. De plus sur l'hôpital depuis 2017. Est-ce que tout va bien? La réponse est non. Donc on a des sujets d'investissement dans le Ségur de mise en œuvre. On parlait de la santé mentale et on a aussi le droit de s'interroger sur certaines déficiences de certaines dépenses dans la santé. On ne va pas s'interdire d'y réfléchir. Voilà. Donc à un moment donné, moi j'observe que les Républicains ont fait ce week-end un petit effet d'annonce et que quand on dit les Républicains, il faudrait regarder dans le détail parce que ce n'est pas tous les Républicains. Ah oui, donc vous avez l'air de plutôt écarter l'idée d'une motion. Enfin en tout cas de ne pas être à court terme, ça ne me semble pas extrêmement crédible. À court terme. Alors vous n'avez peut-être pas entendu Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise ce matin, qui disait s'il n'y a pas de motion de censure, s'il n'y a pas de projet de loi de finances rectificative, eh bien, on ne s'interdit pas de déposer une motion de censure dite spontanée pour éventuellement faire tomber le gouvernement. Dans quel état d'esprit, Valérie Rabault, se trouve le groupe socialiste ? Le groupe socialiste est très inquiet par la situation des finances publiques. Donc ça a été une grosse partie du débat en réunion de groupe ce matin. Le groupe socialiste ne s'interdit rien non plus. Je rappelle que nous, notre ligne rouge, nous avons voté toutes les motions de censure qui ont été proposées depuis juin 2022, sauf celles qui sont proposées par le Rassemblement national. Et nous ne voterons jamais une motion de censure du Rassemblement national. Donc ça, c'est une ligne très claire. Et pour répondre à Véronique Louwagie qui a fixé 3 lignes rouges, nous non plus, nous ne voulons pas toucher à l'indexation des retraites. Nous ne voulons pas non plus toucher à l'hôpital. Sur le premier point, une divergence avec elle. Nous voulons taxer les superprofits. Vous êtes pour augmenter les impôts des plus riches. Nous avons dit retour de l'ISF, taxation des superprofits, ce que je note, ce qui a été fait en Allemagne, ce qui a été fait dans la plupart des pays européens. Donc là, je réponds à Véronique Louwagie et puis je réponds aussi à votre question sur les motions de censure. Nous avons toujours eu une ligne très claire. Mais ça veut dire que s'il y a une motion de censure qui est déposée par la France Insoumise à l'occasion de ce budget parce qu'il n'y aura pas de projet de loi de finances rectificative, vous pourriez la voter? Oui. Oui. Et s'il y a une motion de censure du groupe Lyotte, vous la voteriez aussi? Mais on l'a voté quand il y a eu la proposition du groupe Lyotte sur les retraites. Nous avons été très clairs. Nous ne votons jamais une motion de censure qui émane du Rassemblement national. Alors, dans la majorité, on craint quand même le concours l'épine un peu des propositions. Quand est-ce qu'on sera fixé? Là, il y a une mission qui est conduite par Jean-René Cazeneuve. Est-ce que c'est elle seule qui est censée faire des propositions? Justement, on parle de taxation des rentes, qui inquiétait aussi beaucoup Véronique Louwagie. Dans quelle direction partez-vous et quand rendrez-vous vos conclusions? C'est pour ça que le Premier ministre a annoncé une méthode et un travail transpartisan qui commence beaucoup plus tôt, ce qu'on appelle les dialogues de Bercy, cette année autour du ministre des Comptes publics. Nous autres députés de la Commission des finances et des affaires sociales, on n'attend pas non plus que le gouvernement nous demande pour faire des propositions et les écrire. On a un petit séminaire commun qui se réunit fin du mois pour synthétiser nos idées. Donc c'est un travail interne. On est dans notre travail de contrôle et de proposition. Et le point d'arrivée, le point d'atterrissage, les premiers cadrages du budget en général, c'est au mois de juillet. Ensuite, le texte arrive au mois de septembre. Et je crois qu'on a un gros boulot devant nous de concertation le plus large possible, sur tout le périmètre de la dépense publique. 1600 milliards la dépense publique. L'État, les collectivités et les dépenses sociales pour travailler au budget finance de la sécurité sociale et au budget de l'État 2025. C'est ça notre calendrier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce débat qui va avoir lieu le 29 avril dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur le budget et les finances publiques? Alors, beaucoup de choses, parce qu'à l'occasion de ce débat, le gouvernement révèle souvent sa feuille de route, c'est-à-dire qu'il préfère dire des choses à Bruxelles qu'il ne nous dit pas à nous. Il faut toujours lire les annexes du pacte de stabilité. On y découvre les vraies mesures du gouvernement. C'est comme ça qu'on avait un peu compris ce qui se passerait sur les retraites avant que la réforme n'arrive. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est effectivement de voir dans quelle direction le gouvernement va. Je le rappelle, nous avons été le seul groupe parlementaire ici à l'Assemblée nationale à faire un contre-budget avec une vraie trajectoire budgétaire, c'est-à-dire encadrant ce que nous faisions à la fois sur les dépenses et les recettes. Donc effectivement, je ne sais pas ce que le gouvernement mettra dans sa copie, la copie qu'il compte envoyer à Bruxelles. Et le troisième Mais on y verra plus clair sur les objectifs du gouvernement. Ah oui, et puis on verra ce qu'il fait sur les 3%. S'il annonce 3%, comme l'année dernière, il avait annoncé une baisse du déficit, soit s'il le fait, ça casse l'économie, soit sinon le reste, c'est un mensonge. Il ne peut pas y avoir, dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, atteindre 3% est impossible, y compris
2027. Donc il faut avoir une gestion des finances publiques qui soit sérieuse, tout en connaissant le point de départ qui est très élevé en termes de déficit, et le résoudre de manière brutale abîme l'économie. Alors il y a une réunion qui a dû se tenir ce matin autour de Bruno Le Maire et des responsables des collectivités locales. Le président Emmanuel Macron souhaite aussi les mettre à contribution. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est... Parce qu'elle vote des budgets qui sont toujours à l'équilibre. Est-ce que finalement c'est normal d'aller les ponctionner aujourd'hui? Je crois qu'il y a un petit trésor de 35 milliards. Est-ce que c'est normal de les mettre à contribution ou pas? En tout cas, on a fait le choix de totalement préserver les finances locales et même de voter une indexation des bases de la taxe foncière pour soutenir les recettes des collectivités. On a un niveau d'investissement, notamment au fonds vert, au DETR, au soutien à l'investissement local qui sont inédits, parce qu'on a besoin de nos collectivités, notamment dans l'investissement dans la transition écologique. Après, vous pointez une réalité qui est vraie globalement, macroéconomiquement. Après, il faut aller regarder, parce que le diable est dans les détails, de collectivités qui ont, pour certaines, bas de laine, si on peut dire ça comme ça, de trésor. Il faut regarder dans le détail. Parce que bien souvent, le sujet, c'est les niveaux d'attribution de compensation entre les intercommunalités et les communes. C'est pas être trop technique là-dessus, et que ça se discute aussi au niveau local. Il y a aussi un travail d'optimisation des bases fiscales. Il y a un travail qui est mené, et les élus locaux le mènent, sur aussi leur trajectoire de dépenses et de dépenses de personnel. On sait que l'absentéisme globalement dans les collectivités territoriales est 2 fois plus important que dans l'État. Pourquoi ? Plus d'arrêts de travail, il faut agir sur ces causes-là. Donc je crois qu'on aura aussi du pain sur la planche là-dessus. Mais je pense que ce qui est important, c'est la méthode. C'est pas un coup de rabot de dire tiens, on supprime tel pourcentage de DGF. C'est un travail de proposition avec les associations d'élus, parce qu'il est logique et normal, comme je le disais tout à l'heure, que tout le monde contribue à la trajectoire de redressement de nos comptes publics. Alors, dernier mot, Valérie Rabault, mais est-ce qu'effectivement les collectivités locales doivent contribuer? Et elles appliquent ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire un budget à l'équilibre. Est-ce qu'il faudrait, alors c'est plutôt une idée défendue par la droite, mais est-ce qu'il faudrait une règle d'or pour le budget de l'État? Je crois qu'il n'a pas été à l'équilibre depuis 1974. Oui, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas été à l'équilibre, mais même quand il a 3% de déficit, comme on a une économie, quand on a une économie très dynamique, c'est pas un problème. Sur les collectivités locales, je voudrais quand même rappeler, quand vous dites que le gouvernement a revalorisé les bases, c'est vrai, sauf que revaloriser les bases, ce sont les Français qui payent les impôts, puisque revaloriser une base, c'est bien les Français qui payent les impôts. Nous avions proposé 2 choses, que la dotation globale versée aux collectivités soit indexée avec l'inflation. Bon, ça n'a pas été le cas. Elle a été un peu indexée, mais moins que l'inflation. Et puis la règle que vous proposez, qui est de dire on soutient des collectivités locales au regard de leur épargne nette ou de critères que nous fixons, ça c'était aussi un amendement de Christine Pires-Beaune, qui avait permis d'avoir un fonds de soutien, un filet de sécurité pour les collectivités qui faisaient face à une hausse quand même assez abyssale des coûts d'électricité. Moi, je pense que le volet très important, c'est de bloquer l'augmentation de l'énergie. Alors aujourd'hui, on voit qu'elle rebaisse, mais le mécanisme qui a eu lieu pendant 2 ans était délirant. Il y a eu des factures qui ont été délirantes et face auxquelles les collectivités locales ont dû faire face sans forcément avoir des ressources qui augmentaient de cette façon-là. Un débat sans fin, il va évidemment se poursuivre fin avril, le 29 avril, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et bien évidemment au-delà avec cette mission qui est conduite par Jean-René Cazeneuve pour taxer éventuellement les rentes. On va passer à présent à un tout autre sujet parce que ce matin, la conférence de président a été animée à l'Assemblée nationale. Elsa Mondagava, vous êtes salle des 4 colonnes. L'examen de la loi d'orientation agricole pourrait prendre un petit peu de retard à l'Assemblée. Oui, Brigitte, le gouvernement a été battu. Les oppositions ont accepté une proposition des Insoumis de renvoyer le texte d'orientation agricole vers le Conseil constitutionnel. Ils dénoncent une étude d'impact insincère. Alors, la conséquence, c'est qu'il n'a pas été possible de l'inscrire à l'ordre du jour. C'était prévu pour la mi-mai. Le Conseil constitutionnel a 8 jours pour statuer. Les oppositions ont donc crié victoire. Le gouvernement lui a dénoncé un coup politique. Le ministère de l'Agriculture dénonce une alliance improbable des contraires, Insoumis, droite, Rassemblement national, mais ne désespère pas de tenir son calendrier. En tout cas, si le Conseil constitutionnel va dans le sens du gouvernement, il sera bien possible d'examiner le texte à la mi-mai. Comme je vous le disais, on aura la réponse d'ici 8 jours. Merci Elsa. Alors Valérie Rabault, le groupe socialiste, a voté pour saisir le Conseil constitutionnel sur cette loi d'orientation agricole. Pour quelles raisons ?
Alors en fait c'est un point un peu technique, c'est-à-dire que le gouvernement est censé pour tout projet de loi remettre une étude d'impact, ce qu'il a fait sur la loi agricole, et le Conseil d'État a écrit dans l'avis qu'il a remis que cette loi, cette étude d'impact, notamment sur les aspects potentiellement des affaires contentieuses liées aux nouveaux articles, n'était pas très claire. Et donc il y a la possibilité que la conférence des présidents demande à ce que le Conseil constitutionnel soit saisi pour pouvoir statuer sur la sincérité de l'étude d'impact. Il y a eu un vote, les présidents de groupe ont voté, et effectivement c'est cette décision-là qui a été arrêtée. Voilà, sinon la loi d'orientation agricole ne produirait pas les effets escomptés. La majorité a été battue sur ce thème-là en conférence des présidents. Et c'est vrai qu'il y a un doute sur la sincérité finalement de cette loi agricole. C'est très important puisque c'est un texte extrêmement attendu et dans nos circonscriptions, les uns et les autres allons évidemment travailler des amendements pour répondre à la diversité de nos terroirs, pour ce défi du renouvellement des générations et de la simplification, qu'on ne fasse pas de fausses promesses à nos agriculteurs avec des mesures qui seraient dans le texte et qui derrière auraient un risque d'inconstitutionnalité. Donc moi, tout ce qui permet en amont du travail du texte en commission et en séance de border juridiquement les choses me va très bien. Ce qui est le plus important, c'est que le calendrier n'est pas repoussé. La ministre des Relations avec le Parlement nous a dit ce matin en réunion de groupe que la date du 13 mai restait d'actualité. À Tarbes, je fais une réunion le 17. On a le travail en commission ensuite. Voilà, donc cette loi, selon vous, n'est pas remise en question? Ça dépend peut-être de la décision du Conseil constitutionnel, non? Non, je ne crois pas qu'elle sera remise en question. C'est des sujets de forme sur l'étude d'impact. Moi, on est preneur de pouvoir balayer les choses le plus en amont possible, cette loi qui est extrêmement attendue. Merci Benoît Mournet. Merci Valérie Rabault. On va enchaîner maintenant avec le focus dans cette émission. Récemment auditionnée à l'Assemblée, l'actrice Judith Godrèche a dessiné les contours d'un système de prédation dans le cinéma français visant particulièrement les jeunes actrices mineures. Les députés se sont saisis de cette information et envisagent la création d'une commission d'enquête. Francesca Pasquini, qui est rapporteure de la proposition de résolution pouvant ouvrir la voie à la création de cette commission d'enquête, est à vos côtés. Elsa Mondingava, et ça devrait se décider début mai. Oui, vous voulez donc une commission d'enquête pour examiner le sort des mineurs dans l'industrie du cinéma, du spectacle vivant et de la mode. C'est l'affaire Judith Godrèche qui vous a poussé à vouloir ouvrir ce travail? Alors, pas exclusivement, mais c'est vrai que nous avons été très attentifs à l'audition de Judith Godrèche au Sénat et ensuite ici à l'Assemblée nationale. Donc, il y a pas mal de points qui ont été soulevés lors de son audition. Il y a aussi, par contre, les chiffres qui ont été mis en avant par la Civise, qui estime qu'il y a chaque année en France 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Ça fait un enfant toutes les 3 minutes et ces enfants sont partout. Et donc, aussi, ils font partie de ceux qui évoluent dans ces milieux-là. Justement, dans ces milieux, dans la mode, dans le cinéma, il y a une vulnérabilité des jeunes filles ou des jeunes hommes qui peuvent parfois faire de mauvaises rencontres. On a des réalisateurs plus âgés, un pouvoir quand on passe des castings par exemple. C'est tout ce champ-là que vous allez enquêter? C'est tout ce champ-là. Alors historiquement, on a vu qu'il y avait quand même une banalisation, voire une glamourisation de ce type de violence. On voit que c'est encore le cas aujourd'hui. Ça peut être des violences sexuelles, ça peut être aussi des violences psychologiques. Et nous avons l'intention d'aller sur les deux terrains, mais également nous avons l'intention d'élargir le périmètre de cette commission d'enquête aussi aux majeurs. Aussi aux majeurs, pour voir, parce qu'il y a une position de dépendance, quand on passe un casting, eh bien, c'est difficile d'imposer des limites. C'est difficile parce qu'il y a cet enjeu en fait, économique aussi qui, on nous l'a dit, met parfois la pression. Il faut aller vite, on se retrouve parfois tout seul face à un directeur de casting. Quand c'est pour les enfants, il n'y a pas de formation particulière de ces directeurs de casting. Donc on a vu ce qui s'est passé notamment sur le casting de CE2, le film de Jacques Doyon. Donc voilà, nous on va aller sonder tous ces milieux-là avec une intention forte de faire en sorte que tous ces types de violences, qu'ils soient à l'encontre des mineurs et des majeurs, ne se reproduisent pas à l'avenir. Dernière précision, cette commission d'enquête, c'est pas un droit de tirage, c'est une commission d'enquête qui a été votée en conférence des présidents. Ça veut dire quoi? Qu'elle sera moins politique que les autres, qu'elle sera plus transpartisane, qu'il y ait du consensus, c'est ce que vous souhaitez?
Elle n'était effectivement pas dans un droit de tirage puisque le groupe écologiste avait déjà utilisé son droit de tirage cette année pour la commission d'enquête sur les fédérations sportives. Donc il a fallu travailler de manière transpartisane et je vous avoue que ça n'a pas été compliqué puisqu'on a eu rapidement le soutien de nos collègues d'autres groupes. Donc on a été vraiment très très vite sur cette commission d'enquête et j'espère que ça restera tout aussi transpartisan jusqu'au bout de ces travaux. Merci beaucoup et donc ce sera le 2 mai pour voter l'installation de cette commission qui a donc 6 mois ensuite pour rendre son rapport. Bienvenue si vous nous rejoignez sur LCP. Nous sommes à moins d'une demi-heure de la séance de questions au gouvernement que vous allez pouvoir suivre en direct et en intégralité sur la chaîne parlementaire. Alors le dérapage des finances publiques, les économies envisagées pour ramener le déficit dans les clous et le risque d'une motion de censure, voilà ce qui agite les députés. Il sera aussi question cet après-midi de la violence chez les jeunes après les différents lynchages et la mort surtout de Chamsedine à Viry-Châtillon. C'était vendredi dernier. On va vous détailler tout ça, bien sûr, avec Elsa Monaghan, Stéphanie Despierres, qui se trouve salle des 4 colonnes, mais aussi avec Marco Pommier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On va aussi vous montrer ces images exclusives LCP à partir de 14h45, l'arrivée de Gabriel Attal et de tous les ministres par l'entrée principale du Palais Bourbon, la cour d'honneur. Marco Pommier, on va vous retrouver maintenant dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Quel est le thème principal de cette séance de questions au gouvernement ? Eh bien écoutez Brigitte, on parlera beaucoup cet après-midi des violences après l'agression mortelle de Chamsedine aux abords de son collège jeudi dernier à Viry-Châtillon, après l'agression aussi de Samara, autre collégienne, rouée de coups la semaine dernière à Montpellier. Pas moins de 3 questions, dont l'une de Marine Le Pen. Elle interpellera Gabriel Attal sur ce qu'elle appelle l'ensauvagement. D'autres questions seront également posées, Marco Pommier, cet après-midi dans l'enceinte de l'hémicycle. Oui, au menu également le nom d'Emmanuel Macron à un budget rectificatif réclamé par les oppositions après le dérapage du finance publique à 5,5% du PIB en 2023 d'après l'INSEE. 2 questions sur le sujet cet après-midi. Autre thème, la santé avec les mesures annoncées par le Premier ministre ce week-end pour fluidifier l'accès aux soins, parmi lesquels l'augmentation du nombre de places en 2e année de médecine et puis cette fameuse taxe lapin de 5 € pour les rendez-vous médicaux non honorés. Merci Marco Pommier pour toutes ces précisions. Je vous présente mes invités à présent. Philippe Vigier, bonjour. Bienvenue, vous êtes député démocrate d'Eure-et-Loir et face à vous Yannick Monet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes député GDR, communiste de l'Allier. Alors on le disait, on va parler finances publiques. Les oppositions demandent un projet de loi de finances rectificatif face au dérapage du budget et menacent d'une motion de censure. Cette question sera soulevée à plusieurs reprises cet après-midi dans l'hémicycle et notamment par Benjamin Sainte-Huile qui est député Lyotte, Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire du Nord. On le retrouve tout de suite au micro de Stéphanie Despierres. Bonjour, qu'allez-vous demander au gouvernement ? Je vais demander au ministre de l'économie à quel moment il compte mettre en œuvre les propositions que nous avions formulées il y a maintenant près d'1 an pour rétablir la situation du pays, avec évidemment des dépenses à réduire. Je pense au crédit impôt recherche, à la limitation des recours au cabinet de conseil ou encore à l'interrogation des nombreux crédits aux entreprises. Et puis de l'autre côté, à quel moment ils vont sortir du dogme qui les empêche d'aller chercher chez les plus riches des capacités financières. Je pense au rachat d'actions, aux superdividendes ou encore aux superprofits. Les Républicains menacent d'une motion de censure à cause de ces problèmes budgétaires. Les oppositions de gauche aussi. Est-ce que Lyotte pourrait déposer une motion de censure et si oui, quand ? Lyotte a pris ses responsabilités au moment de la réforme des retraites et nous avons eu l'occasion de dire qu'encore une fois, nous prendrions nos responsabilités. Il y a beaucoup de crises et de difficultés que nous affrontons aujourd'hui. Je pense à la question agricole, à la question du déficit, aux annonces du Premier ministre tant sur la santé ou encore sur la réforme de l'assurance chômage. Donc nous voulons qu'ils éclairent le chemin de ce qu'ils comptent faire pour faire en sorte que le pays soit de nouveau en situation de faire face à ses obligations financières. Et en fonction de ce que dira le gouvernement, naturellement, nous serons en situation de prendre, le cas échéant, nos responsabilités. Merci beaucoup. Philippe Vigier, vous avez entendu Benjamin Sainte-Huile. Ce qu'on comprend, c'est que finalement, il faut faire tomber un dogme, celui de taxer les plus riches ou peut-être les entreprises qui font peut-être grâce à l'inflation, grâce à la situation économique. Est-ce que vous y êtes prêts ? Vous, chez les démocrates, j'allais dire, Jean-Paul Mattei avait proposé la taxation des super dividendes. D'abord, en écoutant Benjamin Sainte-Huile, on voit bien que sur tous les bancs, nul ne peut contester qu'on a un sujet de finances publiques. Je rappelle quand même qu'en 2023,
On a supprimé 10 milliards d'euros de crédit. Pas gelé, pas surgelé, supprimé. Ça n'a jamais été fait depuis tant d'années ici même. Et là, on a un effort collectif à faire sur les dépenses, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient sociales, en clair dans le budget de la Commission des finances, le budget de la Commission des affaires sociales. Il y a le sujet des superdividendes, des problèmes de recettes. Il y a le sujet de revente d'actions, ce qu'on appelle les cum-cum, pour ceux qui connaissent un peu des allers-retours entre ventes d'actions sur lesquelles on peut aller activer des leviers. Nous, on a une obsession, c'est de faire des propositions, et on en fera. Le groupe démocrate y travaille. Vous savez que Jean-Paul Mattei a toujours été dans les premiers de cordée. Nous le serons, non pas pour embêter le gouvernement, mais pour faire en sorte que dans les moments difficiles que l'on vit, où on a moins de recettes qu'attendu, eh bien, on soit en capacité de soutenir les pans de l'économie. Il faut continuer de faire. On sera dans ce rendez-vous et sur les très grandes entreprises avec les super dividendes, nous proposerons des choses, mais pas que là. Il y a un certain nombre de domaines, mais pas de coup de rabot systématique. Ça n'a aucun sens. L'année dernière, Jean-Paul Mattei avait déjà proposé un amendement pour taxer justement les super dividendes qui avait été voté dans l'enceinte de l'hémicycle, mais qui n'avait pas été retenu ensuite dans le budget puisqu'il y a eu un 49.3. Est-ce que c'était une erreur ? Il ne vous a pas échappé qu'on ne vit pas tout à fait le même moment budgétaire que celui de l'année dernière. Jean-Paul Mattei est un des premiers de cordée, je le disais tout à l'heure, pour voir qu'il y avait certainement des chemins à emprunter parce que le mot justice fiscale n'est pas un gros mot. Moi, je ne veux pas qu'on touche à l'impôt de ceux qui ont du mal à boucler le debout et qui en payent. Mais est-ce que c'était une erreur de ne pas retenir cet amendement l'année dernière ? Il y a des optimisations fiscales où on peut aller chercher un peu d'argent. Vous ne voulez pas répondre à ma question, Philippe Vigier ? On sait très bien qu'il y a des recettes sociales qu'on peut aller récupérer parce qu'elles sont indûment versées. Eh bien, il faudra avec intelligence, et par-dessus les clivages que l'on peut connaître, essayer d'avancer ensemble. On aurait dû taxer déjà dès l'année dernière les super profits ? Vous verrez, on aura des propositions. Je vous promets, vous le dira. Alors, on est un petit peu gêné côté démocrate. Chez vous, Yannick Monet, côté communiste, on dit aussi qu'il faut aller taxer ces super profits, ces super dividendes, mais aussi dans la poche des Français les plus riches. Ce qui est certain, c'est qu'on a un vrai problème de finances publiques et que depuis 2017, on manque de recettes. Parce que depuis 2017, c'est toujours Bruno Le Maire qui est au ministère, qui gère les comptes de la nation. Il s'avère que les comptes sont très mal gérés. Dans un budget, il y a les dépenses et les recettes. On supprime des dépenses et on refuse d'aller chercher des recettes nouvelles. Et ça, c'est un vrai problème. Et oui, il y a tout un tas de propositions. Par exemple, plus de 90 milliards versés aux actionnaires en 2023. Depuis 2018, c'est 400 milliards qui ont été versés. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les grandes fortunes. Bref, il y a tout un tas de mesures à prendre pour aller chercher des recettes nouvelles. La vraie difficulté, c'est quand est-ce qu'on va débattre de ça aujourd'hui ? Moi, j'ai écouté le président de la République. Le 29 avril, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ? J'espère qu'on arrivera à en débattre. J'espère qu'on arrivera à en débattre et que dans la situation grave dans laquelle le pays se trouve, je pense que la moindre des choses, ça serait d'essayer d'avoir un vrai débat, trouver un consensus. Ça me paraît compliqué, mais qu'on a un vrai débat qui se termine par un vote. Voilà, ce que vous voulez, c'est un vote finalement. Bien sûr que oui, parce que c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Sauf qu'il n'y a pas de projet de loi de finances rectificative. Pourquoi vous refusez au gouvernement, dans la majorité, ce budget rectificatif ? C'est très simple. Qui dispose, à l'heure où je vous parle, des chiffres réels des entrées fiscales ? Personne. Il faut qu'on ait le recul pour voir exactement ce qui se passe. 30 juin, on aura une bonne vision sur les 6 premiers mois. D'ailleurs, regardez. Sur la consommation en février, elle était plutôt confortée alors qu'on imaginait qu'elle allait diminuer. Ça veut dire qu'il y a plus de consommation, plus de recettes de TVA et plus d'impôts sur le revenu. Il faut qu'on ait l'image la plus fidèle et après prendre des dispositions qui s'imposent. Je pense que vraiment, juste avant l'été, sera le bon moment pour le faire. C'est pas dissimulé, c'est pas caché. Donc vous dites qu'il faut un budget rectificatif avant les éléments d'appréciation, ça ne sert à rien à l'heure actuelle. Moi, je suis opposé à l'heure actuelle, très clairement. Mais cet été, quand on aura les éléments, vous dites oui, c'est une bonne idée. Et c'est un bon choix de ne pas le faire maintenant, ça n'a pas de sens. Oui. Une fois de plus, on fera ce bilan-là juste avant l'été. Et puis, pardonnez-moi, c'est maintenant qu'il faut travailler sur recettes-dépenses pour le budget 2025 et non le faire sur un coin de table à l'été 2024. Je crois qu'il serait bien que dès maintenant, il appartient à chaque formation politique, j'imagine que le groupe GDR en fera, en tout cas nous en ferons, pour les verser au débat. Oui, on a tout ce temps devant nous, avril, mai, juin, pour stabiliser les choses. Est-ce que vous demandez un projet de loi de finances rectificatif ? Mais bien sûr qu'il en faut un. Je voudrais dire deux choses. D'abord, depuis le début de cette mandature, on n'a pas encore eu l'occasion de voter un seul budget. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et mon collègue Vigier... Pas certain que vous puissiez voter un projet de loi de finances rectificative. Il y aura certainement un 49.3. En tout cas, que l'on puisse débattre, que l'on puisse amender, que l'on puisse faire des propositions. Peut-être des propositions qui ne passent pas par la tête des députés de la majorité. Et puis la deuxième chose, j'écoutais mon collègue Vigier qui parlait d'attendre pour avoir une image assez précise. Moi, il me semble qu'elle est assez précise, l'image.
On nous a annoncé 30 milliards de dépenses en moins sur 2 ans. Si ça, c'est pas assez précis comme image, je ne sais pas ce qu'il faut attendre de plus. Donc aujourd'hui, il y a besoin de façon urgente d'aller chercher des recettes nouvelles pour répondre aux besoins des habitants. Alors ce qu'on entend en tout cas dans les oppositions, c'est la menace d'une motion de censure, beaucoup côté les Républicains, et s'il n'y a pas de projet de loi de finances rectificative dans les oppositions de gauche, une motion de censure spontanée, s'il n'y a pas de budget rectificatif, vous la craignez ou pas cette motion? La menace d'une motion de censure, on vit avec depuis le début de la mandature, pour une raison simple, il n'y a pas de majorité absolue. C'est très simple, il y a déjà eu des motions de censure. Après, les partis prendront leurs responsabilités. Je reviens sur cette affaire de projet de loi de finances rectificative. J'ai eu quand même la chance d'être 13 années à la Commission des Finances, donc quelque part, j'ai vu toutes les sensibilités, y compris la gauche, qui avait enlevé entre 2012 et 2017 13 milliards et demi d'euros aux collectivités. 13 milliards et demi d'euros. Moi, j'ai rien oublié de tout ça. Donc, je suis très à l'aise. Il faut qu'on ait la vraie photo. Sinon, ça n'est pas sincère. Et si ça n'est pas sincère, on ne prend pas les bonnes décisions. Il faut accepter de dire cela. Yannick Monnet, vous êtes prêt à voter une motion de censure? Bien sûr. Qui vient des Républicains, qui vient du groupe Lyot, qui vient de partout? La motion de censure, d'abord, il faut savoir quelles sont les raisons de la motion de censure. Justement, c'est pour ça. Les Républicains, vous n'avez pas forcément les mêmes points de vue. Ah non, mais on n'a pas les mêmes points de vue. Je ne sais pas pour quel motif ils vont-ils invoquer pour déposer une motion de censure. C'est quand même décisif. Et la gauche, nous, si on n'a pas la possibilité de débattre d'un projet de loi de finances rectificative, oui, on réfléchit à déposer une motion de censure également, oui. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de recettes. Et on a besoin de répondre à la situation sociale du pays de façon très urgente. On va parler à présent d'un tout autre sujet, puisqu'il y aura des questions cet après-midi sur les violences des jeunes après la mort de Shamseddine, tué devant son lycée, entre son lycée et son domicile, par d'autres jeunes vendredi dernier à Viry-Châtillon. On va entendre Robin Reda, qui est député Renaissance de l'Essonne. C'est la circonscription où a eu lieu le drame. Et vous avez assisté ce matin même aux obsèques de ce jeune garçon. Votre question, ça va être un hommage, mais ça va aussi poser des questions sur ce drame. Oui, c'est vrai qu'on est dans une semaine où l'émotion est encore très vive sur le terrain. J'ai pu le mesurer pendant les obsèques de Shamseddine tout à l'heure, qui était un moment empreint de pudeur, mais aussi avec une volonté de justice. Et donc effectivement, la question que je vais poser au garde des Sceaux, à Éric Dupond-Moretti, c'est de savoir maintenant, au-delà du temps de l'enquête que nous respectons, quelles sont les actions que nous pouvons mener pour renforcer l'éducation dans la cellule familiale. Il y a un rôle des parents qui est cité par tout le monde sur le terrain. Tout le monde me dit, lorsque je me suis déplacé autour de ce drame, mais pourquoi les parents ne leur ont pas appris la mesure, la différence entre le bien et le mal, et le fait qu'on ne frappe pas quelqu'un pour une banale histoire de réputation sur les réseaux sociaux ou au collège. Il y a une énorme responsabilité parentale, éducative, et puis évidemment une responsabilité de la justice. Chacun espère que la justice passe et passe fermement pour les mis en cause. Vous disiez un hommage, des obsèques très calme, très digne. Qu'attend justement la famille de ce jeune garçon ? Je crois que la famille, d'abord, j'ai pas pu rencontrer directement la maman de Shamseddine, mais elle est très touchée par toutes les marques de sympathie, d'hommage, le fait que le maire de Viry-Châtillon porte l'émotion de la nation tout entière et de la ville auprès de la famille pour les soutenir. Et puis ensuite, ce que j'ai entendu, c'est une véritable volonté de justice, une volonté que les mis en cause, peut-être les coupables, soient traduits rapidement devant la justice, et puis que la famille puisse obtenir au moins cette réparation, la réparation que la République leur doit, c'est-à-dire la réparation par la justice. Merci beaucoup, Robin Reda. On écoutera votre question en forme d'hommage aussi à Shamseddine tout à l'heure dans l'hémicycle. Yannick Monnet, vous avez entendu Robin Reda. Est-ce que c'est un problème de justice aujourd'hui ? Est-ce que la justice doit passer ? Et est-ce que la justice doit être plus ferme face à ces violences ? D'abord, dire que c'est un événement dramatique et que, bien sûr, je porte mes condoléances à la famille. Mais si on prend un peu de hauteur, les questions d'éducation, c'est une question collective, générale. C'est une responsabilité, j'ai envie de dire, sociétale. C'est une responsabilité des parents, c'est une responsabilité de l'école, c'est une responsabilité de la société civile. Et je pense que si on veut résoudre un certain nombre de problèmes, de difficultés face à ces adolescents, c'est d'avoir des moyens humains. C'est qu'aujourd'hui, on arrête de supprimer des moyens dans les écoles, on arrête de supprimer des moyens dans les structures sociales qui accompagnent ces adolescents. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a tous ces lynchages entre jeunes. Je pense que ça contribue. D'abord, il faut rappeler qu'en France, 15-17 ans, c'est un peu plus de 2 millions de jeunes. Donc, globalement, ça va bien avec ces jeunes-là.
Néanmoins, il y a des éléments, des sonnettes d'alarme qui ont été tirées. Je pense à ma collègue Marie-Georges Buffet qui, dès 2020, après la sortie du Covid, avait sorti un rapport pour montrer la souffrance psychique d'un certain nombre de jeunes que l'on n'a pas traité aujourd'hui. Donc il faut remettre de l'humain dans tous les pans de la société et garder à l'esprit que l'éducation, c'est une responsabilité collective avant tout. Est-ce que c'est un problème éducatif pour vous, Philippe Vigier ? D'abord, sur les moyens à l'école, je crois que m'accorderait, chers collègues, que jamais on a mis autant de moyens pour l'éducation nationale dans ce pays. Jamais il y a eu un budget qui a été voté avec autant de moyens, alors que il y a moins d'enfants scolarisés. Je crois aussi qu'il faut dire les choses clairement. Ce drame de Viry-Châtillon, on vient de voir le député de la circonscription, je connais bien cette commune. Ce drame aussi, c'est les violences qu'on voit à l'école et qui sont d'ailleurs, il faut le dire, souvent en progression, avec une violence inouïe. Ce gamin de 15 ans qui est mort parce qu'il est allé parler à une jeune fille, ça veut dire qu'aussi il y a le rôle de la des violences plus fortes entre les jeunes, ouais. Qui doit être aussi remis au cœur de tout cela, parce qu'on a un vrai sujet vis-à-vis de l'autorité. On pourra mettre tous les moyens qu'on veut, mais si le respect, si l'autorité... Oui, mais comment on la restaure, cette autorité ? Est-ce que c'est les parents ? On entend parfois à droite, il faut couper un certain nombre d'aides si les parents sont démissionnaires. Est-ce que ça, c'est des solutions ? Les seuls enseignants qui font tout, qui fassent tout, ils sont exposés face à des risques toujours plus importants chaque jour. La communauté éducative, elle donne tout ce qu'elle peut. Il y a des soutiens pédagogiques qui ont été créés, soutiens scolaires. Ça ne suffit pas. La vie, ça n'est pas uniquement l'école. La vie, c'est le matin à la maison. La vie, c'est dans la rue. La vie, c'est à l'établissement scolaire. La vie, c'est après l'école. Et à chaque fois, le sujet de l'autorité, de la responsabilité, du vivre ensemble est un sujet qui est posé. Moi, j'ai eu la chance d'être maire pendant 16 ans d'une commune. Je peux mesurer à quel point c'est du matin au soir, on doit être partout, dans les transports, et par exemple à proximité des établissements scolaires. Moi, ça ne me choque pas qu'il y ait des forces de gendarmerie ou de police qui puissent intervenir, parce qu'il faut vraiment qu'on se donc renforcer la sécurité aussi, les policiers peut-être à l'extérieur des établissements. Il faut plus venir encore en soutien aux enseignants qui, une fois plus, donnent énormément, mais souvent se sentent en situation de défaillance. Alors, on n'a pas le temps d'entamer un débat, mais il y a aussi la question des réseaux sociaux, peut-être en quelques secondes. Est-ce que c'est vrai que ces jeunes s'envoient aussi des messages sur les réseaux sociaux, ce qui provoque parfois des règlements de compte comme cela? La question des réseaux sociaux, c'est un vrai sujet, mais j'insiste, moi pendant 10 ans j'ai été éducateur de rue dans les quartiers populaires. Dès qu'on met de l'humain, dès que le jeune a un adulte comme référent avec qui discuter, les choses vont quand même beaucoup mieux. Et donc, qu'il y ait des moyens qui soient mis, c'est pas est-ce qu'ils sont suffisants, est-ce qu'ils sont adaptés? Je ne suis pas sûr, et je suis même sûr du contraire d'ailleurs. Donc il faut vraiment qu'on repense la politique éducative dans ce pays de façon très globale. Merci. Un dernier mot vraiment rapidement. Pardon, mais le groupe de soutien par niveau, c'est un bon élément. Pourquoi? Ça aide aussi les enfants, les jeunes, les gamins à montrer qu'eux aussi ils peuvent apprendre et s'épanouir. Et à être mieux encadrés. Merci Philippe Vigier d'avoir été avec nous. Merci Yannick Monet. On va retrouver à présent Marco Pommier pour le menu des questions au gouvernement. Marco, de quoi on va parler cet après-midi ? Eh bien, on va beaucoup parler des violences scolaires après les agressions de 2 collégiens la semaine dernière aux abords de leur établissement. Chemseddine, bien sûr, à Viry-Châtillon, adolescent de 15 ans, lynché à mort, mais aussi Samara, agressée à Montpellier. Marine Le Pen qui interpellera directement Gabriel Attal. Tension en vue, donc, dans l'hémicycle. Gabriel Attal qui vient d'arriver au Palais Bourbon. Et puis, son gouvernement sera aussi interpellé sur le déficit public. Alors qu'Emmanuel Macron a dit non à un budget rectificatif, on vient de voir arriver au Palais Bourbon Bruno Le Maire et son ministre délégué au compte public, Thomas Cazenave. Oui, effectivement, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave qui devaient être questionnés cet après-midi puisque, on le sait maintenant, Emmanuel Macron ne veut pas de projet de loi de finances rectificative alors que le déficit a dérapé en 2023 à 5,5%. Nous sommes ici, salle des pas perdus. Il y a effectivement beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. Il y a aussi une magnifique exposition sur Georges Pompidou. Mais on va se tourner vers la salle des 4 colonnes où vous êtes là-bas, Stéphanie, pour nous dire s'il y a un petit peu d'ambiance de votre côté. Alors, il y a dans cette salle des 4 colonnes et quelques députés. Il est question évidemment du budget de l'État, des difficultés des finances publiques du pays et puis aussi de la loi agricole. Et puis on a vu il y a quelques minutes sur les marches devant la salle des 4 colonnes des députés insoumis qui posaient avec un cartel j'y suis, j'y vote et leur écharpe tricolore parce que les insoumis vont déposer une proposition de loi pour que les étrangers européens et non européens puissent voter aux élections locales.
Merci Stéphanie Despierres. Alors voilà, les députés sont en train de rejoindre l'hémicycle d'un pas rapide puisqu'il est déjà 15 heures passées et que cette séance de questions au gouvernement va démarrer. Vous allez le voir sur ces images de Virgile Tron, la garde républicaine qui est déjà installée dans cette salle des pas perdus, qui attend bien évidemment l'arrivée de la présidente de l'Assemblée nationale. Beaucoup aussi de citoyens. Vous savez que l'Assemblée maintenant est ouverte au public. Il y a beaucoup de créneaux qui sont mis sur le site de l'Assemblée nationale. Il est possible donc de réserver des places pour venir assister le mardi, mercredi à ce cérémonial et à cette séance de questions au gouvernement où les députés interrogent sur l'actualité l'ensemble des ministres. Alors beaucoup évidemment de citoyens qui assistent à cette séance mais qui peuvent aussi tout simplement visiter les autres jours l'Assemblée nationale, ce magnifique bâtiment, cette salle des pas perdus, la salle des 4 colonnes et l'hémicycle qui est un lieu évidemment chargé d'histoire et très impressionnant. Cette séance de questions au gouvernement va démarrer maintenant dans quelques instants. On va évidemment parler des finances publiques avec le dérapage du déficit. Et puis on va aussi aborder la question des violences entre jeunes. Je vous laisse à présent assister à l'arrivée de la présidente de l'Assemblée nationale. Et c'est Yael Braun-Pivet qui vient de traverser cette salle des pas perdus. Vous voyez l'hémicycle qui vient de se lever, les députés debout pour l'arrivée de la présidente de l'Assemblée nationale. Très bonne séance à tous. On se retrouve juste après sur LCP. Bonjour à tous. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par M. Éric Ciotti pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, nous avons dépassé la barre des 3 100 milliards d'euros de dette. C'est un record pour la France. Nous avons atteint les 57% de dépenses publiques. C'est un record en Europe. Nous avons dépassé les 5,5% de déficit public. C'est toujours un record. Nous avons atteint les 48% de prélèvements obligatoires. C'est un record au monde. Cette situation de crise inédite de nos finances publiques va nous conduire à la dégradation. Dans ce contexte extrêmement préoccupant pour notre pays, dont vous êtes comptable et responsable, le président de la République considère qu'il n'y a aucun problème de dépenses, mais qu'il n'y a qu'un problème de recettes. L'on croit rêver, il fallait oser. Les Français, selon lui, ne payent donc pas suffisamment d'impôts. Derrière tout cela, en réalité, nous percevons votre plan caché pour que les Français épongent vos dettes au lendemain des élections européennes par leurs impôts et leurs cotisations. Vous venez d'installer dans votre majorité un groupe de travail à cet effet sur la rente. Qu'est-ce que la rente, Monsieur le Premier ministre? L'assurance vie, les loyers, l'épargne? Allez-vous, Monsieur le Premier ministre, augmenter les impôts après les élections européennes? Allez-vous désindexer les pensions de retraite? Allez-vous toucher aux dépenses de santé? Nous vous le disons aujourd'hui solennellement, nous nous opposerons à la plus grande des vigueurs et par tous les moyens constitutionnels à ce plan caché que vous dissimulez aujourd'hui aux Français. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Ciotti. Je vais vous répondre très calmement,
très sereinement et de manière très claire. Nous avons une conviction et une ligne que nous défendons avec le président de la République depuis 2017, c'est que ce qui nous permet de financer durablement notre modèle social et les services publics, c'est l'activité économique et le travail. Si nous avions le taux d'emploi de nos voisins allemands, on aurait beaucoup moins de difficultés à équilibrer nos finances publiques. On doit donc continuer à tout faire pour atteindre le plein emploi. Dans ces conditions, nous avons donc toujours suivi une ligne. Si nous voulons favoriser l'activité économique et favoriser le travail, il ne faut pas augmenter les impôts, il faut les baisser. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2017, avec la suppression de la taxe d'habitation compensée aux collectivités locales, avec la baisse des premières tranches de l'impôt sur le revenu, avec la suppression de la redevance audiovisuelle que vous avez votée avec votre groupe, Monsieur Ciotti, dans le cadre du PLFR de 2022. Et donc je vous le dis très calmement, mais je crois profondément que vous le savez. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts sur les Français. Je le dis très clairement, très calmement, et la ficelle est un peu grosse. La ficelle est un peu grosse à vouloir faire croire l'inverse. Nous avons toujours suivi cette ligne et évidemment, nous la tiendrons. Et nous avons toujours aussi été cohérents sur une autre ligne. Quand vous avez un grand groupe, une grande entreprise qui bénéficie de ce qu'on appelle une rente de situation, c'est-à-dire qui capte des profits à un moment où, du fait de la spéculation, du fait de l'inflation, les Français ont des difficultés et que vous avez des groupes qui en retirent des bénéfices. Nous avons toujours assumé avec cette majorité, effectivement, d'aller capter une partie de cette rente indue de grands groupes qui bénéficient de l'inflation. C'est ce que nous avons fait sur les énergéticiens et sur les activités de raffinerie l'année dernière. C'est ce que nous avons fait sur le secteur, et c'était pas simple à l'époque, de la biologie médicale, qui a bénéficié de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires du fait des tests Covid remboursés par la sécurité sociale pendant le Covid. Nous avons assumé, sur ce secteur très financiarisé, d'aller chercher un certain nombre de profits qui avaient été faits dans le cadre de cette crise. Les parlementaires qui travaillent, que j'ai missionnés sur ce sujet, travaillent bien dans ce cadre-là, Monsieur Ciotti, donc je vous rassure très directement. Ensuite, ce qu'a rappelé le président de la République, et c'est ce que dit l'INSEE, je pense qu'on peut quand même tous se retrouver derrière ce que dit de manière extrêmement claire et scientifique l'INSEE. C'est que l'année dernière, si nous avons eu un déficit plus élevé que ce qui était prévu, ce n'est pas du fait des dépenses. L'État a dépensé 8 milliards de moins que ce qui était prévu l'année dernière. C'est du fait des recettes qui ont diminué parce qu'il y a un ralentissement économique qui concerne toute l'Europe. Vous avez vu que les Allemands ont revu leur prévision de croissance. Ils l'ont passé de 1,3% en 2024 à 0,1%. Les Italiens viennent de revoir leur prévision de croissance et donc le déficit qu'ils anticipent. Ce ralentissement économique concerne toute l'Europe. L'enjeu pour nous, c'est évidemment de maintenir l'activité économique, continuer à soutenir nos entreprises qui embauchent, continuer aussi à assumer de vouloir un modèle social tourné vers l'activité plus que vers l'inactivité, à inciter, alors même que beaucoup d'entreprises partout sur le territoire continuent à chercher des personnes à recruter, inciter à la reprise d'emploi. Nous assumons aussi cette ligne et j'entends qu'il puisse y avoir des désaccords. Mais c'est bien cette boussole qui est la nôtre, Monsieur Ciotti. La responsabilité, et j'ai eu l'occasion en tant que Premier ministre, et c'était inédit pour un gouvernement, de prendre un décret d'annulation de 10 milliards d'euros de crédit après ma nomination avec Bruno Le Maire pour répondre à ce ralentissement sur les recettes que nous avons constaté. Nous continuerons sur ce chemin de la responsabilité, c'est ce que nous devons aux Français et nous garderons toujours en vue un point, l'intérêt de notre pays qui est celui d'avoir des entreprises qui créent de la richesse, des emplois et des Français qui travaillent. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Éric Coquerel pour le groupe La France Insoumise. Merci. Question au ministre de l'économie et du budget. Votre politique budgétaire et économique mène le pays dans le mur. Lors de la loi de finances, vous avez surestimé la croissance 2024, sous-estimé le déficit 2023. Mais nous y voilà. La croissance sur laquelle vous comptiez pour réduire ce déficit, dont vous faites le Graal de vos politiques, sous contrainte réaffirmée par Bruxelles, n'est donc pas là. Alors même qu'Emmanuel Macron rejoint notre analyse de longue date, à savoir que le déficit vient de la baisse des recettes et non de l'augmentation des dépenses, ce que par ailleurs je vois comme une autocritique de sa politique depuis 2017, que faites-vous ? Un premier coup de rabot de 10 milliards soi-disant indolores que pourtant les ministres s'épuisent à trouver tant leur budget est à l'os. Prévu pour fin mars, seuls 2 ministères ont rendu leur copie. Pour la suite, vous annoncez 20 milliards de nouvelles baisses en 2025 et la volonté de s'en prendre aux dépenses sociales. Les 3 milliards que vous comptez rapter indûment à l'UNEDIC pour le plus grand malheur des chômeurs ne sont
Une première étape, Bruno Le Maire, au projet de démantèlement de notre système assurantiel universel de protection sociale et de santé. En s'attaquant ainsi aux dépenses publiques, vous diminuez encore les recettes qu'elles induisent. En réduisant les prestations sociales, vous affaiblissez la consommation populaire, l'un des principaux feux de notre économie. Oui, votre politique budgétaire est mauvaise pour l'économie et la population et est incapable de répondre aux défis climatiques. En définitive, vous comptez faire payer aux revenus issus du travail les cadeaux mirifiques accordés à une toute petite minorité d'ultra-riches. Et ce n'est pas la mission commanditée à la minorité présidentielle sur la taxation de la rente qui va changer la logique de votre politique, elle apparaît comme à l'heure. L'exécution du budget 2024 n'aura rien à voir avec celui adopté. Pour preuve supplémentaire, je suis certain que le déficit 2024 que vous annoncerez bientôt dans le programme de stabilité dépassera largement les 4,4 initialement prévus. Pour toutes ces raisons et pour un évident impératif démocratique, vous ne pouvez vous soustraire à un projet de loi de finances rectificatif sans 49.3. À défaut, une motion de censure sur votre politique budgétaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président Coquerel. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Coquerel, vous aurez l'occasion de défendre votre vision de la politique budgétaire que nous connaissons, augmentation des impôts, augmentation massive de la dépense publique et accélération de l'endettement du pays lorsque nous présenterons le programme de stabilité, puisqu'il y aura un débat sur le programme de stabilité le 29 et le 30 avril prochain. Je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Vous ferez valoir vos positions. Nous ferons valoir la politique qui a été la nôtre depuis 7 ans avec le président de la République et avec cette majorité. Nous avons relancé la croissance et l'activité dans notre pays. Nous avons créé 2 millions d'emplois. Nous avons engagé la réindustrialisation et nous avons évité à la France de passer par la case récession, contrairement à beaucoup d'autres pays européens. Voilà la politique économique que nous avons mise en place, car voilà le vrai enjeu, garantir la puissance économique de la nation française. Le deuxième volet de notre politique, qu'a parfaitement rappelé le Premier ministre tout à l'heure, c'est effectivement faire des économies là où c'est nécessaire. En 2023, nous avons eu une mauvaise surprise pour les recettes. On gagne moins, on dépense moins. C'est le bon sens qui fait tellement défaut à la NUPES, mais qui est le propre aussi de cette majorité. On fait des économies quand c'est nécessaire et là où c'est utile pour rétablir nos comptes publics. Enfin, troisième élément qui nous différencie, Monsieur Coquerel, nous ne voulons pas augmenter les impôts des Français. Ça a été la ligne constante que j'ai tenue comme ministre des Finances depuis 2017. C'est la ligne que vient de rappeler le Premier ministre. C'est la ligne qu'a constamment défendue le président de la République. Pourquoi? Pas pour faire des cadeaux aux riches, mais parce que la stabilité fiscale, ça permet aux entreprises d'investir, de créer des emplois, d'ouvrir des usines, de garantir la prospérité sur nos territoires, de relancer la puissance économique française. La stabilité et la visibilité fiscale, c'est la solidité et le socle de notre économie. Nous n'augmenterons pas les impôts des Français. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Robin Reda pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, il avait 15 ans, il s'appelait Shemseddine. Des cris de douleur, des larmes, le silence. Il fallait être dans ce couloir du collège des Sablons de Viry-Châtillon vendredi pour mesurer le désespoir, l'effroi à l'annonce de sa mort. Shemseddine a été tué. Par qui? Pourquoi? L'enquête est en cours et nous respectons le temps de l'enquête. Mais ces cris glaçants résonnent dans ma tête. On ne meurt pas quand on a 15 ans. On se blesse en jouant au foot, on ne se fait pas massacrer au bas de son immeuble. On ne meurt pas quand on a 15 ans. Ce qui s'est produit à Viry-Châtillon est tout sauf un drame ordinaire.
Ils ont ils ont pris Shemseddine, ils l'ont arraché à sa maman, à sa sœur, à son frère, ils l'ont arraché à ses amis, à son collège, à son quartier. Et je veux avec vous exprimer nos condoléances à sa famille et à tous ceux qui l'ont connu. Comme je veux saluer le courage et l'engagement du maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain, qui a eu les mots justes, pour dire le traumatisme d'une ville et pour dire l'émotion de la nation tout entière. Monsieur le garde des Sceaux, le temps de la justice est venu. Si les mis en cause sont les coupables, alors il faudra s'interroger sur l'efficacité des mesures judiciaires dont ils ont déjà fait l'objet et sur l'absence d'éducation dans leur cadre familial. Si cette mise à mort relève d'une pseudo-réputation dans la rue, au collège ou sur les réseaux sociaux, il faudra savoir pourquoi certains considèrent encore qu'une fille puisse être la propriété des garçons de sa famille. Il n'y a aucun honneur à penser qu'une drague entre collégiens mérite la peine de mort. Est-on prêt à utiliser tous les moyens pour faire comprendre aux mineurs et surtout à leurs parents qu'aucun précepte moral ou religieux ne peut servir un acte barbare? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Reda, d'abord, je voudrais vous dire au nom du gouvernement que nous présentons à la famille de ce jeune homme, à ses proches, à ses amis, au maire de Viry-Châtillon, au personnel scolaire, toutes nos condoléances. Condoléances attristées et puis aussi l'expression de notre révolte et de notre colère. Que les choses soient très claires, il n'y a pas de crime d'honneur, il n'y a que des crimes d'horreur et en l'occurrence d'horreur absolue. Bien sûr, il m'est interdit de commenter l'enquête en cours. Je veux rappeler que si les auteurs sont majeurs, ils encourent la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. S'ils sont mineurs, ils encourent 20 ans, mais la juridiction a toujours la possibilité d'écarter l'excuse de minorité. Sur la sécurité, je veux dire et redire à propos de la justice essonnienne, qui nous préoccupe particulièrement à cet instant, que nous avons renforcé 7 magistrats, 14 greffiers supplémentaires depuis 2017, que nous allons évidemment continuer et qu'il est ainsi prévu 20 magistrats de plus, 34 greffiers, 15 attachés de justice. Je veux solennellement rappeler ici, à cet instant, bien sûr, la responsabilité des parents quand ils ont oublié leur devoir. J'ai vu fleurir il y a quelques jours un tweet demandant au président de la République combien de condamnations avaient été prononcées. C'est plus de 310 depuis que j'ai demandé à ce que l'on mette en place cette responsabilité parentale. Elle est indispensable. La délinquance, c'est l'affaire de toutes, de tous. Bien sûr, ce chiffre est en augmentation de 40% depuis le premier trimestre 2023. Oui, c'est une lutte collective. Oui, ça nous implique toutes et tous, les parents en particulier. Monsieur le député, je ne l'ai pas oublié. Merci beaucoup, monsieur le garde des Sceaux. La parole est à monsieur Gérard Le Seul pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, au sujet du chèque énergie. Alors que vous avez annoncé en février dernier une nouvelle hausse de 10% du tarif de l'électricité, il apparaît que près de 1 million de foyers modestes risquent d'être privés du chèque énergie. Le chèque énergie, rappelons-le, avait été construit à l'origine en corrélation avec la taxe d'habitation pour une attribution automatique. Votre suppression de cette taxe a privé l'administration fiscale des informations utiles pour identifier les nouveaux bénéficiaires. Quand bien même cette suppression était prévue depuis 4 ans, rien n'a été anticipé par votre gouvernement. Or, vous êtes en poste depuis 7 ans, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous avez parlé récemment de problèmes techniques. Nous parlons d'une grave négligence et d'un manque d'anticipation qui pourrait priver 1 million de nos concitoyens du chèque énergie sur les 5,6 millions de Français qui devront recevoir cette aide cette année.
Face à cette incurie, vous annoncez une solution de réclamation sur Internet qui ne ferait aucun perdant. Mais en privant l'attribution du chèque énergie de son caractère automatique, vous dénaturez son essence même et vous favorisez le non-recours. Alors que nous savons que le non-recours pour d'autres prestations sociales dépasse les 30%, nous nous interrogeons pour savoir si ce n'est pas encore un moyen pour faire des économies sur le dos des ménages les plus modestes. L'absence d'augmentation du montant du chèque énergie depuis 2019, malgré la flambée des prix de l'énergie, ne vous suffit pas. Je rappelle d'ailleurs que le chèque énergie ne compensera même pas l'augmentation de cette année. Vous semblez maintenant vous attaquer aux bénéficiaires même de cette prestation sociale nécessaire. Monsieur le ministre, ma question est simple. Qu'attendez-vous pour corriger cette grave négligence et aider réellement les ménages modestes en permettant une attribution pleinement automatique du chèque énergie et en augmentant son montant? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci, madame la présidente. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Gérard Lesseuil, je dois avouer que votre ne manque pas de sel. Non mais d'abord, le chèque énergie, vous le connaissez, c'est un chèque qui permet de verser sous conditions de ressources une aide à nos concitoyens qui font face à des factures énergétiques importantes, pour lesquelles nous avons protégé la hausse pendant 3 ans à l'aide de mesures que vous n'avez pas votées. Il était effectivement jusqu'à présent attaché à la taxe d'habitation que nous avons supprimé, une taxe injuste, inéquitable et inefficace dont vous n'avez pas voté la suppression. Et maintenant, vous nous reprochez qu'une partie, je vais y revenir, une partie de nos concitoyens n'auront pas nécessairement cette année automatiquement le chèque énergie, mais ils l'auront évidemment, auquel ils ont droit. Vous parliez de 5,6 millions de nos concitoyens qui ne toucheront pas le chèque énergie. Il y avait 5,6 millions de concitoyens qui ont touché le chèque énergie l'année dernière. Chacun d'entre eux le touchera cette année. Le versement est automatique. Il s'étalera, vous le savez, entre 48 et 277 €. Sera envoyé entre le 1er avril et le 23 et concernera tous les foyers qui l'ont reçu l'année dernière. Tous. Par ailleurs, un certain nombre d'entre eux, effectivement, du fait de la suppression de la taxe d'habitation que, je rappelle, vous n'avez pas voté, ne le recevront pas de manière automatique. Ils peuvent le faire la demande, oui, sur un site internet et aussi en se rendant dans les maisons France Service que nous avons créées, qui sont présentes dans tous les cantons et qui permettent d'accompagner nos concitoyens qui font face à l'électronisme. Monsieur Le Seul, vous devriez vous satisfaire de tout ça. On va augmenter le nombre de récipiendaires, on va accompagner les foyers modestes face à la hausse des tarifs de l'électricité. On a supprimé des impôts inefficaces, iniques et injustes et vous arrivez encore à vous plaindre. Je le regrette, nous aidons les Français, vous vous plaignez. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame la présidente Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Merci madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, une enfant de 13 ans violée à mort, un jeune garçon lynché pour des raisons abjectes, une pharmacienne assassinée en Guyane. Les drames auxquels nous assistons partout et tous les jours ne sont plus des faits divers mais des faits de société. Des faits atroces dans une société qui sombre chaque jour davantage dans la barbarie. Leur récurrence, leur aggravation en nombre et en conséquences humaines, l'abaissement au fil des années de l'âge des auteurs, l'absence systématique d'empathie des coupables ne peuvent se satisfaire des explications faciles sur les causes sociales, la ghettoisation ou la responsabilité de la société, voire des institutions. Ce droit au tabassage, ce droit de vie ou de mort, ces agressions impulsives, souvent gratuites, interviennent sur fond de sexisme, d'intégrisme religieux, de racisme, de partage mafieux de territoire, de volonté de semer la terreur. La République ne peut tolérer cela. Certains parlent de décivilisation, laissant entendre que toute la société perdrait ses repères moraux. Parce que je n'ai pas peur des mots, je préfère qualifier cet effondrement moral et social du terme d'ensauvagement. N'est-il pas temps, sans tabou, sans dérobade devant le réel, sans lâcheté devant les mesures à édicter, de prendre à bras le corps ce sujet et par exemple de mettre en pratique pénale la sacralisation de la personne humaine?
Le défi qui nous est lancé tient en un mot autorité. Autorité à l'égard des familles, parfois viviers de la violence. Autorité à l'école, ce lieu sacré que chacun doit apprendre à respecter. Autorité implacable que l'État doit imposer à des bandes qui deviendront des gangs, puis des armées criminelles si nous laissons faire davantage. Pour notre part, nous y sommes prêts. Mais vous, Monsieur le Premier ministre, qui êtes aujourd'hui en charge de prendre des décisions, que comptez-vous faire pour sortir du commentaire et entrer dans l'action? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Le Pen. Ces derniers jours, notre pays a été frappé par une série de drames qui a profondément ému nos concitoyens. Je pense à cette jeune fille violemment agressée devant son collège à Montpellier. Je pense à ce jeune roué de coups, battu à mort à Viry-Châtillon. Je pense à cette pharmacienne lâchement assassinée en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni. J'avais eu l'occasion de la recevoir à Matignon il y a quelques semaines avec une centaine de femmes engagées dans notre pays et je veux à mon tour lui rendre hommage. Derrière ces drames, il y a ces victimes, il y a des proches, il y a des familles, il y a plus largement nos concitoyens qui attendent de nous que nous soyons implacables face à cette violence et que nous nous donnions les moyens de lutter contre une forme de perte de respect de l'autorité qui existe aujourd'hui chez nos jeunes. Je pense que ça appelle vraiment une forme de gravité dans les échanges. En tout cas, personne n'a interrompu Madame Le Pen quand elle s'est exprimée tout à l'heure. Je vois que les députés du Rassemblement national ne respectent pas la gravité de ce moment et des échanges. La réponse, Madame la Présidente Le Pen, elle passe, et ça a été ce qui a été porté par cette majorité depuis 2017, par un renforcement des moyens. 17 500 postes de policiers et de gendarmes en plus de 200 brigades de gendarmerie supplémentaires. Il y aura eu 10 000 recrutements dans notre système judiciaire d'ici à 2027. C'est vrai aussi pour l'école et j'ai eu à cœur en tant que ministre de l'Éducation nationale et aujourd'hui Nicole Belloubet poursuit cette ligne de rappeler extrêmement clairement avec une série de décisions les règles sur l'application de la laïcité à l'école de la République avec l'interdiction de l'abaya et du camis. Accepter d'expérimenter le port de la tenue unique à l'école, de prendre un certain nombre de mesures pour soutenir davantage nos enseignants et mettre fin définitivement, et je sais que nous sommes très nombreux ici à le souhaiter, à ce pas de vague qui conduit encore trop d'enseignants à s'auto-censurer ou à ne pas signaler les agressions dont ils sont victimes. Mais ce qu'il y a derrière cette question des renforcements des moyens techniques, opérationnels, budgétaires, c'est la nécessité effectivement d'une forme de ressaisissement sociétal. On ne peut pas tolérer un certain nombre d'images ou un certain nombre de faits qui ont traversé l'actualité ces derniers jours. Il n'y aura jamais dans notre pays de droit à tabasser, de droit à frapper, de droit de s'en prendre à un garçon parce qu'il aime une jeune fille, de droit à s'en prendre à une jeune fille parce qu'elle n'épouse pas les mêmes convictions, y compris religieuses. Oui, il faut ce sursaut dans notre société. Nous travaillons avec mon gouvernement, avec mes ministres, à un certain nombre de mesures et à un plan qui sera présenté dans les prochaines semaines. Il y a des enjeux qui concernent la parentalité, ça a été dit. Il y a des enjeux qui concernent l'éducation nationale. Je le dis, nous devons aller plus loin dans l'échelle des sanctions à l'école, face à une violence qui commence beaucoup plus jeune et des mineurs qui, de plus en plus tôt, se livrent à un certain nombre d'actes qui sont totalement inacceptables. J'ai dit ici, à cette tribune, que nous devons arriver à avoir partout et en tout lieu un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Je le redis ici, c'est ce principe qui sera suivi par mon gouvernement dans les annonces que nous ferons dans les prochaines semaines. Il y a des enjeux qui concerne la justice des mineurs et vous le savez, le garde des Sceaux travaille à ce sujet sur un certain nombre de mesures. Quand un jeune part à la dérive, il ne faut pas attendre que la situation s'aggrave pour provoquer un conseil de discipline et que ce jeune ait déjà fait beaucoup de dégâts. Il faut agir tout de suite dans le cadre de l'éducation nationale. Quand un jeune part à la dérive et que manifestement sa famille ne parvient pas à le remettre dans le droit chemin, il faut le couper de ses mauvaises fréquentations et assumer de le placer en internat.
C'est ça les mesures sur lesquelles nous travaillons. Il faut être aussi beaucoup plus sévère, beaucoup plus fort face à certaines situations où des familles laissent délibérément des jeunes partir à la dérive et pourrir la vie d'un quartier. Il faut continuer à prendre des mesures face à des situations qui pourrissent la vie d'un certain nombre de nos concitoyens, les rodéos urbains, les agressions du quotidien. Nous avons beaucoup renforcé les moyens et nous allons continuer à le faire. Nous allons présenter des mesures dans les prochaines semaines extrêmement claires, extrêmement fortes pour ce sursaut. Nous allons continuer à agir partout, agir dans la rue, agir dans les classes, agir dans les familles, pour la sécurité de l'ordre et le respect de l'autorité dans notre pays. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Stéphanie Rist pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, le Premier ministre Gabriel Attal vient d'annoncer des mesures concrètes pour améliorer l'accès aux soins des Français. Ces annonces s'inscrivent dans la continuité de la politique menée ces dernières années. Premièrement, améliorer la démographie médicale. Avec la fin du numerus clausus, nous allons multiplier par 2 le nombre de médecins formés d'ici 2027. 16 000 par an médecins formés. C'est certes une mesure de long terme, mais ce doublement est nécessaire au regard de l'évolution des besoins de santé. Deuxièmement, investir dans la santé, qui est l'un d'un chantier prioritaire défini par le président de la République. Nos dépenses de santé s'élèvent aujourd'hui à 255 milliards d'euros. Ce sont 64 milliards d'euros de plus par an par rapport à 2017 qui sont destinés notamment à la revalorisation des professionnels, au développement de la prévention, à l'amélioration de l'accès aux soins. Ces annonces viennent conforter la loi que j'ai portée et que nous avons adoptée en 2023 pour améliorer l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Car oui, mes chers collègues, permettre l'accès direct au kiné, permettre la délivrance d'antibiotiques par le pharmacien quand vous avez une angine, une infection urinaire, ou encore permettre l'adaptation de vos lunettes sans passer forcément par l'ophtalmo, permet de libérer du temps de médecins et de responsabiliser les professionnels de santé en valorisant leurs compétences. De la même façon, demander à nos concitoyens de respecter les rendez-vous ou de les annuler en cas d'empêchement permet aussi de redonner du temps disponible aux médecins. Chacun de nous peut et doit prendre sa part pour préserver notre système de santé. Alors, Monsieur le ministre, comment ces évolutions concrètes vont-elles être en place? Comment la place du médecin traitant, dont l'expertise est essentielle pour correctement soigner les patients, va-t-elle rester centrale dans la définition de ces nouveaux parcours? Je vous remercie. Madame la députée, la parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, chère Stéphanie Rist, vous avez rappelé effectivement les mesures concrètes, très concrètes et ambitieuses qui ont été annoncées il y a quelques jours par le Premier ministre dans le droit fil de ce travail que fait cette majorité et notamment de cette loi que vous avez évoquée, votée en mai 2023 et qui permettait d'incarner concrètement cette volonté de reconnaissance d'autres professionnels aux côtés des médecins pour permettre effectivement de libérer du temps médical et pour permettre de répondre à l'urgence de l'amélioration de l'accès aux soins des Français. C'est bien l'objectif des mesures annoncées par le Premier ministre. Vous avez 2 mesures, ces délégations de tâches permettent d'améliorer l'accès aux soins, je le disais. Elles sont déjà d'ores et déjà, pour certaines d'entre elles, en place. Je veux citer par exemple l'accès direct aux orthophonistes dans les structures d'exercice ou la possibilité d'aller chez l'orthoptiste pour une prescription de lunettes. Avec les mesures annoncées par le Premier ministre, c'est 16 prises en charge du quotidien qui vont évoluer et qui vont permettre très concrètement aux Français de pouvoir trouver des solutions plus adaptées dans cette quête d'accès aux soins. Vous avez cité la possibilité pour les pharmaciens de délivrer des antibiotiques pour les cystites ou les angines. C'est effectivement un exemple tout à fait concret de mesures annoncées. Libérer du temps médical, c'est aussi déployer les assistants médicaux. 8 000 ont déjà été déployés, 9 000 seront déployés d'ici l'automne. L'objectif, c'est 10 000 d'ici à la fin de l'année qui viennent soulager les cabinets de médicaux et permettre aux médecins de trouver l'équivalent de 2,5 millions de rendez-vous. Et puis enfin, vous avez cité l'expérimentation de l'accès direct aux spécialistes. Là aussi, ça n'est pas pour contourner le rôle du médecin généraliste. Le médecin généraliste reste au cœur de la prise en charge dans le système de santé, mais dans des zones qui sont
extrêmement tendu sur le plan de la démographie médicale, c'est pouvoir faciliter, là encore, la possibilité pour les Français d'accéder directement à une expertise médicale. Ça sera mis en place dans 13 départements. Nous allons y travailler les prochains mois. L'objectif, je le dis, c'est d'améliorer l'accès aux soins des Français. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Madame la ministre du Travail, le 17 avril dernier, le président Macron annonçait un nouveau pacte de la vie au travail et chargeait les partenaires sociaux de négocier un accord sur des sujets qui se trouvaient au cœur du mouvement social massif qui s'exprimait alors contre la réforme des retraites. Mais une fois le mouvement social passé, le gouvernement n'a affiché aucune ambition, n'a fait aucune annonce susceptible de faire bouger le patronat. Faute de quoi les négociations patinent et les organisations patronales jouent la montre pour éviter toute mesure réellement protectrice pour les salariés âgés, contre les effets de la pénibilité ou pour favoriser des reconversions choisies, comme vous vous y étiez pourtant engagé en forme de compensation à l'inique réforme des retraites. En réalité, vous n'êtes pas d'accord, car pour vous, cela ferait coup double. Poursuite du soutien au dumping social du patronat pour assurer ses dividendes et possibilité de passer par décret votre nouvelle réforme de l'assurance chômage. Car vous n'avez pas de majorité ici pour baisser à nouveau les droits des salariés contre le risque chômage. Vos arguments d'incitation au retour à l'emploi ont fait long feu, plus personne n'y croit. Aujourd'hui, aucun économiste ne valide votre fumeuse théorie, qui contredit d'ailleurs celle de l'année dernière, et les comptes de l'Unédic sont au vert. Mais qui sont-ils, ces salariés dont il faudrait à nouveau réduire les droits? Ce sont les 100 000 licenciés pour inaptitude par an, cassés par des conditions de travail toujours plus dures, qu'aucun corps ne peut supporter pendant des dizaines d'années. Ce sont des seniors devenus trop chers, remerciés à la première occasion pour comprimer les coûts. Ce sont elles et eux qui auraient cruellement besoin d'un accord interprofessionnel ambitieux, pas d'une réduction de leurs droits. Ils ne la méritent pas. Alors ma question est simple, allez-vous essayer de remettre en cause l'un des fondements de notre protection sociale, l'assurance chômage, par un simple décret? Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophie Taillé-Polian. Madame la députée, votre question est un peu en avance de phase parce qu'au moment où vous posez cette question, les partenaires sociaux sont précisément encore en train de négocier. Donc premier élément que je souhaite redire ici devant la représentation nationale, le dialogue social existe. C'est tellement vrai que les partenaires sociaux nous ont demandé à Monsieur le Premier ministre le 26 mars dernier de repousser la date de la remise de l'accord. C'était normalement hier. Hier, ils ont fait savoir qu'ils avaient besoin d'une journée de plus. Au moment où j'arrivais à l'Assemblée, nous n'avions pas encore le retour. Il n'est très exactement que 15h40, donc le sujet est encore ouvert et nous attendons ces éléments. Vous savez parfaitement que dans ce que discutent les partenaires sociaux, il y a plusieurs éléments. Le premier est effectivement sur l'emploi des seniors. Parmi les éléments sur l'emploi des seniors, il y a effectivement l'employabilité. Il y a aussi la notion d'usure, qui est un point extrêmement important. Il y a le sujet de la reconversion, il y a le sujet de la formation. Vous ne pouvez pas ne pas commencer à vouloir tirer les conclusions alors même que les partenaires sociaux n'ont pas donné leurs éléments. Vous savez très bien que dès lors qu'ils nous remettront leur copie, à ce moment-là, les partenaires sociaux auront 10 jours pour aller signer ce qui aura été présenté, qu'ensuite cet élément sera transmis à Monsieur le Premier ministre. C'est cela la règle, c'est le respect du travail, c'est le L1, le code du travail. Rien que le code du travail, si nous ne l'avions pas fait, qu'auriez-vous dit? Allez-y, Madame la députée. Madame la ministre, quand on dit aux partenaires sociaux de négocier, il arrive, et c'est souvent le cas, car le patronat est bien plus fort pour négocier que les salariés, que les gouvernements agissent, que les gouvernements impriment, que les gouvernements fassent des propositions. Merci, ce n'est pas le cas. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. C'est votre lecture du dialogue social, c'est pas le nôtre. Le nôtre, c'est le respect des deux partenaires, les organisations syndicales d'un côté, les organisations patronales de l'autre. C'est ça le dialogue social. Merci beaucoup Madame la ministre. La parole est à Monsieur Benjamin Saint-Huil pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre,
Dans la situation que connaît le pays actuellement, vous aimez à rappeler la stratégie et la cohérence du gouvernement depuis 7 ans. Vous avez baissé de près de 60 milliards les impôts dans le pays. Vous vous êtes privé de 60 milliards de recettes avant même de vous attaquer aux dépenses. À l'époque, ça n'était pas la question des déficits votre priorité. À l'exception de la taxe d'habitation, les principales mesures ont concerné les plus fortunés de ce pays. Je pense à la taxation de l'ISF ou encore à la fiscalité des dividendes. Vous l'avez fait au prétexte que le prélèvement obligatoire, le taux de prélèvement obligatoire est l'un des plus élevés dans le monde. Vous l'avez fait en nous disant que c'était notre devoir. Aujourd'hui, le taux de prélèvement en France reste l'un des plus élevés du monde. Vous avez donc échoué sur la question de la pression fiscale. En plus de cela, vous avez créé de manière abyssale une dette que personne ne peut nier aujourd'hui. Nous, le groupe Lyot, avons fait un certain nombre de propositions pour plus de justice fiscale il y a maintenant près d'un an. Je ne reviendrai pas sur les propositions de baisse de dépenses puisque ce n'est pas le sujet du jour, même si nous en avons fait un certain nombre. Je veux revenir sur les recettes parce que de l'avis de tout le monde et du président de la République, c'est là que le bas blesse. Ma question, monsieur le ministre, est donc simple. Quand et comment comptez-vous prendre en compte les propositions qu'a formulées le groupe Lyot il y a près d'un an pour taxer les plus riches de ce pays à travers les super dividendes, les super profits et le rachat d'actions pour qu'enfin la justice fiscale existe dans ce pays? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Benjamin Sainte-Huile, nous sommes autant attachés à la justice fiscale que vous. Quand vous dites que nous avons baissé les impôts uniquement sur les plus riches, nous avons défiscalisé les heures supplémentaires des ouvriers, des employés. C'est une baisse d'impôts sur les plus modestes et sur ceux qui travaillent. Nous avons mis en place une prime Macron totalement défiscalisée pour tous ceux qui travaillent et qui font des heures supplémentaires. Il me semble que c'est une aide fiscale pour ceux qui sont les plus modestes. Nous avons baissé l'impôt sur le revenu. Ça touche toutes les catégories, en particulier ceux qui ont les niveaux de revenus les plus modestes. Nous avons pris des décisions en matière de fiscalité internationale. Nous avons taxé les gens du numérique. Nous avons fait la taxation minimale à l'impôt sur les sociétés. Ce sont des mesures de justice fiscale pour l'ensemble de la société française. Si vous avez des propositions complémentaires, nous sommes toujours prêts à regarder les propositions pour baisser la dépense et nous permettre de rétablir nos comptes publics. Nous aurons, dans quelques jours, à la fin du mois d'avril, un débat sur le programme de stabilité. Ce sera l'occasion pour le groupe Lyot, comme pour tous les groupes d'opposition, de faire valoir leurs propositions en matière de rétablissement des finances publiques, avec un objectif, revenir sous les 3% de déficit public en 2027. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, Monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, c'est un peu usant d'avoir toujours les mêmes formules. Vous nous faites avec mépris le retour sur nos propositions. Les propositions de super dividendes, de rachat d'actions, ce n'est pas des propositions bolcheviques, elles viennent même de vos rangs de la majorité à travers le MoDem. Donc à un moment donné, il faut pouvoir les mettre sur la table. Et puis pour vous dire les choses avec un peu de clarté, et comme le dirait le président de la République, ça fait 7 ans que tu es là, Bruno, il est temps de s'y mettre. Hein. Merci, monsieur le ministre. Silence. Un peu de silence, monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vous redis, monsieur le député, que depuis 7 ans, nous suivons une ligne de politique économique qui donne les résultats que vous connaissez. Je vous redis, et nous ne comptons en dévier ni avec le Premier ministre, ni avec le Président de la République, parce que quand on est capable de s'approcher enfin du plein emploi, de réindustrialiser le pays, d'ouvrir de nouvelles filières industrielles, de devenir la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe, on ne change pas de cap de politique économique. Vous nous parlez des rachats d'actions. Regardons votre proposition sur les rachats d'actions qui ont fortement augmenté au cours des années passées et qui effectivement méritent attention. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Silence, la parole est à monsieur Louis Boyard pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de l'Éducation nationale, je n'ose pas y croire. La semaine dernière, j'ai été contacté par des parents et des lycéens de la voie professionnelle partout en France. Tenez-vous.
Depuis la rentrée, soit près de 7 mois, plusieurs centaines de milliers de lycéens effectuent leur stage sans être payés. C'était pourtant la grande promesse du président Macron. Plus de stages pour les lycéens de la voie professionnelle et en contrepartie, une rémunération. Alors, Madame la Ministre, voilà ma question. Où est passé le respect ? Où est passé le respect quand on oblige des lycéens à trouver des stages tout seuls? Parce que tout le monde n'a pas le réseau du lycée Stanislas pour qu'à la fin, dans les entreprises, ils effectuent des tâches sans aucun rapport avec leurs études. Où est passé le respect quand ces stages sont payés par l'État et non par les entreprises? Un cadeau pour le patronat qui ne paie rien. Une arnaque pour les lycéens qui se retrouvent à travailler 1 à 5 euros de l'heure. Ce n'est pas de l'enseignement professionnel, c'est de l'exploitation. Où est passé le respect quand vous refusez à la jeunesse ouvrière, à ses futurs ouvriers, commerçants et techniciens hautement qualifiés, l'allocation d'autonomie de 1 159 € pour leur travail en atelier que nous vous avons soumis au vote? Et où est passé le respect, mes chers collègues, lorsque vous huez ma question sur la voie professionnelle? Alors que si c'était vous qui avez un retard de 7 mois sur vos indemnités, ce serait tous les jours un sujet à l'Assemblée nationale. Alors, où est passé le respect, Madame la Ministre, quand l'État doit de l'argent à 1/3 de la jeunesse scolarisée et que tout le monde s'en fout? Parce que qui ici s'intéresse à la jeunesse populaire? Sûrement pas les macronistes qui sont responsables du fiasco et certainement pas la bande à Bardella qui, au Parlement européen, vote contre la rémunération des stages. Et en France, quand il faut défendre la jeunesse ouvrière, rien, Bard est pas là. Madame la Ministre, je vous pose donc la question clairement. Pourquoi les lycées de la voie professionnelle ne sont toujours pas payés et quand seront-ils payés? Madame la Ministre, rendez l'argent! Je vous remercie. La parole est à Madame Prisca Thévenot, ministre en charge du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Un peu de silence, s'il vous plaît, on se calme. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Louis Boyard. Oui, nous avons fait avec le Président de la République de la filière professionnelle une filière d'excellence. Et notamment, mais vous allez écouter ma réponse. Et notamment avec la réforme de la filière professionnelle qui a pu être mise en place grâce à cette majorité. Cette majorité qui a fait en sorte qu'il y ait effectivement un lien plus étroit entre les entreprises et les étudiants, avec la mise en place de bureaux d'entreprise au sein en luttant notamment contre le décrochage scolaire avec des mesures très précises et en mettant une gratification sur les stages des lycéens professionnels. Alors j'annonce aux familles et aux lycéens qui peuvent s'interroger aujourd'hui légitimement que d'ici la semaine prochaine, 100 000 jeunes lycéens verront leur gratification arriver et que sur les semaines à venir, le reste des gratifications arriveront. Mais vous voulez parler d'arnaque, Monsieur Louis Boyard. Mais l'arnaque ici, c'est qui? C'est qui ose aussi nous demander des leçons alors que vous êtes opposé à la mise en place de cette réforme, alors que vous êtes opposé à la mise en place de cette gratification. Alors oui, Monsieur Louis Boyard, vous pouvez parler de gratification, vous pouvez dire que vous n'osez pas y croire, mais moi je n'ose toujours pas croire à votre capacité à faire de l'indécence votre seule compétence. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Madame Anne-Laure Babeau pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre délégué. Non, vous vous taisez. Autrement, je vous rappelle à l'heure. C'est inadmissible. Vous venez parler de respect, Monsieur Boyard, pendant tout le long de votre question et vous ne respectez pas cet hémicycle. Ma question s'adresse au ministre délégué chargé de la santé et de la prévention. Nous sommes 577 députés dans cet hémicycle. Mes chers collègues, 10 d'entre nous pourraient être atteints de la maladie de Parkinson. Car on estime qu'une personne sur 50 sera atteinte de la maladie dans sa vie. Depuis plusieurs années, nous observons une inquiétante augmentation des cas de maladies neurodégénératives. Si de plus en plus de maladies sont diagnostiquées, c'est un nombre encore plus important de personnes dont la vie se retrouve impactée par la maladie.
Je pense bien sûr aux familles, mais encore plus aux aidants, notamment quand le niveau de dépendance augmente. L'une des priorités de nos politiques publiques en matière de santé est donc de créer les conditions pour que les patients restent autonomes le plus longtemps possible. Pour cela, nous savons qu'il existe un élément déterminant dans le parcours de soins. Il faut encourager massivement les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à pratiquer une activité physique régulière. Mais encore faut-il qu'elles soient correctement informées et accompagnées dans la maladie. Cela fait bientôt 20 ans que l'un de mes proches en est atteint. En 20 ans, il n'existe toujours pas de protocole d'accompagnement. Avec une centaine de députés, je porte une proposition transpartisane en lien avec France Parkinson et la Fédération des masseurs kinésithérapeutes visant à créer un entretien systématique auprès d'un kiné dès le diagnostic de Parkinson. Il permettra au patient d'apprendre à vivre avec la maladie. Il lui donnera les clés pour ralentir sa progression et vivre dans de meilleures conditions. Monsieur le ministre, à l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson ce jeudi 11 avril, j'aimerais savoir ce que le gouvernement envisage afin d'améliorer l'accompagnement des patients. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Frédéric Arthaud, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Anne-Laure Babot, vous avez raison, vous l'avez rappelé, la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative chronique qui affecte près de 300 000 de nos concitoyens et près de 30 000 nouveaux cas sont détectés chaque année. C'est une maladie qui est lourde pour le quotidien des patients eux-mêmes, mais aussi pour leur entourage. C'est la deuxième cause de handicap moteur chez les adultes. Et cette journée, après-demain, cette journée mondiale sur la maladie de Parkinson permettra de mettre la lumière sur ce fléau. Je connais, Madame la députée, votre mobilisation sur ce sujet et je tiens à la saluer. Mieux accompagner le patient dans sa maladie et son traitement, lui donner les clés pour mieux comprendre l'impact sur sa vie, c'est le sens de l'action que mène le gouvernement, notamment avec la mise en œuvre des bilans de prévention qui vont être déployés dans les prochaines semaines, souhaités par le Président de la République. C'est aussi le sens de mesures qui ont été prises par cette majorité depuis longtemps pour mieux aider aussi et mieux reconnaître le rôle des aidants dans l'accompagnement de cette maladie. Dans le cadre de la prochaine stratégie de lutte contre les maladies neurodégénératives pour les années 2024-2028 qui va être établie dans les prochaines semaines, je mettrai en place un certain nombre de mesures pour effectivement passer un cap supplémentaire, à la fois dans l'accompagnement, mais aussi dans la meilleure appréhension par chaque personne touchée des contraintes de cette maladie. Votre proposition y trouve toute sa place et c'est avec beaucoup d'intérêt que je vous invite et que je vous inviterai à participer à ces travaux préparatoires de manière à ce que, là encore, comme nous le faisons pour toutes les pathologies lourdes, eh bien, nous puissions toujours viser cet objectif, mieux accompagner les Français touchés, mais aussi mieux accompagner ceux qui les entourent. Merci beaucoup. Non, ça c'est bon. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Rambaud pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, mes chers collègues, le pacte immigration et asile, soumis au vote du Parlement européen demain, est imposé par l'Union européenne. Pour cette Union européenne, l'immigration massive n'est pas un problème, mais un projet. Les chiffres de 2022, avec seulement 24 850 expulsions réalisées par Frontex face à 300 000 entrées illégales, en est la parfaite illustration. Ce pacte comprend des mesures que nous jugeons dramatiques et antidémocratiques pour les Français et notre nation, comme la simplification des procédures de regroupement familial et les amendes de 20 000 € par migrant infligées aux États membres refusant la relocalisation des demandeurs d'asile. En imposant l'immigration massive, ce pacte alimente une fabrique à séjour irrégulier. Pire encore, ce pacte s'inscrit dans un contexte où l'augmentation de la délinquance et de la criminalité est clairement liée à l'immigration massive. En effet, le lien entre cette flambée des violences et l'immigration est manifeste. Alors que la population étrangère représente 7% de la population totale d'après l'INSEE, le ministère de la Justice relève que 25% des détenus sont étrangers.
En outre, je rappelle que la DGSI a établi un lien clair et net entre les parcours migratoires et l'arrivée d'islamistes sur notre territoire. Face à cette terrible réalité, le Rassemblement national et Marine Le Pen ont toujours défendu courageusement des solutions fermes et pragmatiques. Les demandes d'asile doivent être examinées en dehors des frontières. Frontex doit devenir une véritable agence de protection des frontières. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre en charge des Affaires européennes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Rambaud. Chaque fois que nous apportons des réponses concrètes aux problèmes des Français, vous vous y opposez systématiquement parce que ces problèmes, vous en vivez, vous en faites du carburant électoral. Ce pacte sur l'asile et l'immigration, c'était un engagement du président de la République dans son discours de la Sorbonne en 2017. Ce pacte, il sera adopté dans les prochains jours par le Parlement européen. Ce pacte, il repose sur 3 piliers équilibrés: le renforcement de nos frontières, l'efficacité des procédures d'asile et la solidarité entre les États membres. Le renforcement de nos frontières avec le filtrage des personnes qui arrivent à nos frontières, des contrôles sanitaires et sécuritaires et l'enregistrement dans des bases de données qui permettront le suivi de ces personnes sur le territoire européen. L'efficacité de la procédure d'asile avec le traitement des demandes provenant ou ayant peu de chances d'aboutir à l'extérieur des frontières extérieures avec des délais raccourcis et des retours vers les pays d'origine facilités. Et enfin, la solidarité entre les États membres, puisque les États qui ne souhaiteront pas accueillir des relocalisations participeront financièrement à des projets d'accueil dans d'autres États membres. C'est une solidarité choisie, ça n'est pas une solidarité forcée. Permettez-moi cette question, monsieur le député. Vous avez, il y a quelques semaines, voté pour la loi Asile et Immigration dans cet hémicycle. Aujourd'hui, vous vous prononcez contre le pacte Asile-Immigration. 2 hypothèses. Soit vous n'avez pas les idées claires sur les questions d'immigration et c'est préoccupant. Soit, malgré vos grands discours, vous n'avez aucune intention de résoudre les problèmes d'immigration et c'est alors extrêmement grave. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Christophe Plassard pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre Hervé Berville, jeudi dernier, vous êtes rendu à Arcachon auprès des ostréiculteurs brutalement touchés par la crise du novovirus qui s'est répandue sur le bassin d'Arcachon l'hiver dernier. Si la crise était bien localisée, je peux vous affirmer en tant que président du groupe d'études économie fluviale, maritime et filière halieutique qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt national majeur qui touche l'ensemble des bassins, parmi lesquels figure en premier lieu la Charente-Maritime. Même si le novovirus n'a pas contaminé les exploitations ostréicoles de la Charente-Maritime au point d'en stopper la vente, le climat d'inquiétude des consommateurs à l'encontre des huîtres pendant les fêtes de Noël, qui représentent le pic de la consommation, a touché l'ensemble du pays. Normandie, Bretagne, Vendée n'ont pas été épargnés. Ainsi, bien tenues ouvertes, les exploitations de Marais-Oléron, comme au niveau national, ont accusé une baisse de la consommation de 40 à 50% pour la période. De plus, ces méventes entraînent une augmentation des stocks et après une crise du volume, se profite la chute des prix. Ma question est donc simple. Pouvez-vous nous dire si les mesures annoncées jeudi dernier concerneront toutes les exploitations ayant connu une baisse des recettes et pas seulement celles qui ont été fermées? Je pense notamment à l'exonération des redevances domaniales et à l'indemnisation des exploitations, au bénéfice du programme de communication de 500 000 € que vous avez annoncé pour relever la consommation et surtout le financement de la création d'aires de lagunage en cas de saturation des stations de traitement des eaux plus polluées et la protection de l'ensemble des sites face aux risques liés à la qualité de l'eau qui menacent toutes les exploitations. Monsieur le ministre, nous parlons beaucoup de l'importance de l'agriculture. Je tiens à souligner aussi l'importance de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la pêche et de toutes les autres filières marines. Point commun de ces sujets, la qualité de l'eau, qu'elle soit douce ou salée. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Hervé Berville, ministre en charge de la mer et de la biodiversité. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs le député, Monsieur le député Christophe Plassard. Vous l'avez dit, les producteurs d'huîtres, les ostréiculteurs font la fierté de notre pays, font la fierté de nos territoires et au quotidien nous agrémentent de produits de qualité.
Vous le savez, pendant les périodes de fête, ils ont vécu une situation inédite et grave. Pour un certain nombre d'entre eux, qui réalisent 70% de leur chiffre d'affaires pendant les périodes de fête de Noël, eh bien, ils n'ont pas pu vendre puisque, en raison du norovirus, nous avons dû procéder à la fermeture de la vente et donc ils n'ont pas pu écouler le stock. Et il y a eu, comme vous l'avez dit, des conséquences aussi sur les autres entreprises ostréicoles puisque, par effet de perte de confiance, le citoyen, le consommateur n'est pas allé acheter autant d'huîtres. Je le dis ici très clairement devant vous, les ostréiculteurs n'ont pas à payer l'addition d'une mauvaise qualité des eaux. Et donc, je me suis rendu jeudi dernier dans le bassin d'Arcachon auprès des producteurs pour annoncer une série de décisions à la demande du président de la République, du Premier ministre, pour, au fond, mettre en place deux choses. Un plan d'urgence pour permettre d'avoir des financements pour une communication pour relancer la dégustation et puis des exonérations des redevances domaniales qui concerneront tout le monde, bien évidemment, avec des taux qui seront différenciés en fonction des territoires. Et puis, nous devons aussi traiter le combat sur le moyen et le long terme. Sur le moyen terme, c'est ce que nous portons au niveau européen, car à situation exceptionnelle, nous demandons à l'Union européenne des mesures d'aide exceptionnelles. C'est ce que nous portons avec Jean-Noël Barrot. Et le Premier ministre m'a demandé de continuer à porter le combat jusqu'au bout. Et puis, c'est le temps plus long de l'adaptation au changement climatique, de l'investissement dans les réseaux d'assainissement et d'une meilleure gestion des eaux pluviales. Tout cela, en lien avec des agences de l'eau, concerneront bien évidemment tous nos territoires pour préserver la souveraineté de notre pays et pour accompagner des producteurs qui font un produit d'excellence et que je vous invite à manger tout au long de l'année. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur le Président Riemann pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Ma question sera pour Monsieur le Ministre. Monsieur le Premier ministre, vous receviez le mois dernier les lauréats du concours Femmes Entrepreneurs. Savez-vous que l'une d'entre elles est morte hier, poignardée gratuitement sur le chemin du travail? Il s'agissait d'une jeune femme accomplie, mère de famille, une entrepreneur qui avait fait son retour au pays. Je tiens donc à rendre hommage en ce jour, en ce lieu, à Hélène Tarsis et toutes. C'est la population... Merci, chers collègues. C'est la population qui a arrêté l'assassin présumé. Je tiens à remercier ces citoyens qui ont fait preuve d'une grande bravoure en se lançant à son assaut. La Guyane perd une citoyenne émérite. Cette situation fait suite à plusieurs courriers, de ma part, mais plus largement des élus parlementaires de Guyane. Des courriers laissés sans réponse alors même qu'ils alertaient sur des multiples formes de criminalité et qu'ils formulaient des propositions concrètes pour y faire face. Dans ma même veine, plusieurs amendements ont été déposés, rejetés, déposés à nouveau, rejetés à nouveau, tout ça sur fond de postures politiques d'une majorité et d'un gouvernement drogué à l'autosatisfaction. Mais Monsieur le Premier ministre, la Guyane n'est pas la France. Au risque de me répéter, nous sommes face à un État qui reste sourd malgré nos propositions, malgré les réalités propres, malgré nos amendements de bon sens déposés à répétition. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut rien entendre. Et celui qui se cloisonne dans ses postures politiciennes finit par avoir du sang sur les mains, Monsieur le Premier ministre. L'État n'est pas au niveau. Garantir la sécurité de nos populations, c'est votre responsabilité. Les solutions ne peuvent pas être calquées du pareil au même entre Marseille, Mayotte ou la Guyane. Vous annonciez hier, dans la précipitation d'opération Place Net XXL en Guyane. Mais Monsieur le Premier ministre, le plus c'est gros, plus ça passe, ça ne marche pas à tous les coups. Lancer cette opération d'envergure ne changera rien aux causes profondes. Les effets de manche et les coups de com', ça plaît peut-être à vos abonnés, pas à moi, pas à nous. Quand allez-vous écouter les élus qui ont, eux, l'aval populaire avant de définir une stratégie territoriale? Et surtout, quand allez-vous mettre les moyens nécessaires pour s'attaquer aux causes de cette insécurité? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Marie Guévenoux, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président David Riemann, à travers votre question, vous évoquez la mort d'Hélène Tarsis et tout, à laquelle je veux rendre hommage, à laquelle le Premier ministre tout à l'heure a rendu hommage. Une pharmacienne de 34 ans, mère d'enfants, mère de famille, qui est une femme de cœur, secouriste, pompier volontaire, une femme d'action aussi, pharmacienne, entrepreneuse, primée par le gouvernement, comme le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure. Vous nous interrogez aussi, Monsieur le Président, sur les moyens
les moyens engagés sur la sécurité pour défendre la protection des concitoyens français qui résident en Guyane. D'abord, il n'y a pas de coup de com' du gouvernement. Depuis le début de l'année, nous avons mis en place des opérations Place Nette sur tout le territoire, y compris en Guyane. Vous le savez, Monsieur le Président, dans le cadre des dernières opérations Place Nette de Guyane, 10 000 personnes ont été contrôlées, 86 interpellées, 16 tonnes de marchandises prohibées ont été saisies et 3 millions d'euros d'avoirs criminels ont également été saisis. Alors oui, Monsieur le Président, hier, la maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Sophie Charles, que j'ai eue au téléphone, nous a demandé qu'une opération Place Nette XXL ait lieu à Saint-Laurent-du-Maroni. Et oui, Monsieur le Président, nous ferons en sorte que cette opération Place Nette ait lieu à Saint-Laurent-du-Maroni parce que, au fond, c'est la moindre des choses. Le président de le faire. Ensuite, nous avons fait en sorte d'avoir la mise en place de contrôles à 100%. Nous avons annoncé la création de 4 brigades, dont une à Saint-Laurent-du-Maroni qui viendra compléter le dispositif de vidéoprotection. Alors, Monsieur le Président Riemann, nous sommes engagés, fortement engagés. Et écoutez, j'ai entendu votre question. Elle était, au fond, respectueuse dans un premier temps, mais très acerbe sur la fin. Vous n'étiez pas là pour voter les moyens supplémentaires de la police et de la justice, Monsieur Riemann. Vous n'étiez pas là pour voter avec nous, pour faire en sorte qu'il y ait 7 500 effectifs qui soient votés. Madame la Ministre. La parole est à Madame Huguette Chegna pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, chers collègues, Kwibuka, 30e anniversaire du génocide. Au Rwanda, en 100 jours, au printemps 1994, le dernier génocide du XXe siècle a fait plus de 800 000 victimes. Des hommes, des femmes, des enfants, des bébés ont été massacrés dans une folie collective sanguinaire par des hommes ordinaires qui pouvaient être le voisin, le collègue, l'ami. Ce dimanche 7 avril à Kigali, j'étais dans la délégation française en tant que présidente du groupe d'amitié. J'ai assisté à une cérémonie du souvenir marquée par une rare émotion qui nous a tous submergés et dont nous garderons à jamais en nos cœurs une trace indélébile. Je veux saluer et honorer ici solennellement la résilience des rescapés et des jeunes générations qui ont su reconstruire l'unité de leur nation avec abnégation et dignité. Cependant, ils ne peuvent faire table rase du fait que la communauté internationale a fait cruellement défaut au printemps 1994. La France a eu sa part de responsabilité dans cette faillite collective, comme l'a reconnu le président de la République en mai 2021 au Rwanda. 2 ans auparavant, Emmanuel Macron avait ouvert les archives françaises aux historiens. Issu de ces travaux, le rapport Duclerc a pointé des responsabilités accablantes tout en soulignant l'absence de complicité des génocides. Avec le Rwanda, nous avons su travailler sur la mémoire, nous réconcilier et bâtir un partenariat confiant. Si les leçons tirées de l'histoire permettent d'envisager aujourd'hui un avenir éclairé entre Français et Rwandais, en cette année où la France accueille le sommet international de la francophonie, pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, quelles sont les perspectives concrètes de notre relation bilatérale avec le Rwanda? Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre en charge du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Chegna, je vous prie de bien vouloir excuser le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, retenu avec son homologue marocain qui est en visite à Paris. Stéphane Séjourné a représenté le président de la République dimanche à Kigali pour les 30e commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis. Vous étiez également présente, Madame la députée, avec plusieurs de vos collègues, en votre qualité de présidente du groupe d'amitié France-Rwanda. Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour les victimes, pour les survivants et pour le peuple rwandais tout entier. Avec le Rwanda, nous sommes parvenus à nous réconcilier. D'abord, en regardant notre passé en face. Nous avons ouvert, vous l'avez dit, nos archives et mis en place une commission d'historiens. Sur la base du rapport Duclerc en mai 2021, le président de la République a reconnu nos responsabilités. Ces mots très clairs, il les a exprimés de nouveau ce dimanche. Avec le Rwanda, nous travaillons aussi main dans la main sur la mémoire du génocide
mais aussi pour accélérer les enquêtes contre les génocidaires présumés. Par ailleurs, depuis 2019, avec le Rwanda, nous avons bâti un partenariat solide et confiant, tourné vers l'avenir. Nous avons ouvert un centre culturel dynamique, nous avons nommé un ambassadeur, nous avons relancé des projets ambitieux d'aide à l'investissement dans la santé, la formation professionnelle et l'environnement. Samedi, à Kigali, le ministre Séjourné a ainsi signé 2 conventions bilatérales ambitieuses pour renforcer ce partenariat dans tous les domaines, à travers notamment 400 millions d'euros d'aide de l'Agence française de développement entre 2024 et 2028. Mais nous travaillons aussi à renforcer les échanges commerciaux et les partenariats économiques avec le Rwanda. Dans le prolongement du nouveau sommet Afrique-France en 2021, je m'étais d'ailleurs rendu à Kigali avec une délégation d'entreprises pour participer à un forum d'entreprises là-bas au Rwanda. C'était en octobre 2021 et nous continuons de renforcer et d'accélérer les partenariats économiques avec le Rwanda. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous voyez, la France a réussi avec le Rwanda à surmonter les tensions du passé. Et je crois que tout le monde dans cet hémicycle peut s'en réjouir. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Maxime Minot pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, depuis quelques jours, nous assistons effarés à la multiplication d'actes de violence atroces. Ces agressions, d'une violence inouïe, sont d'autant plus insupportables qu'elles ont lieu dans l'espace public et qu'elles frappent des adolescents de plus en plus jeunes. Je m'associe évidemment à la douleur immense des familles dont les vies sont détruites à jamais et je veux avoir une pensée pour ces victimes de la barbarie. C'est Thomas, 16 ans, souvenez-vous, poignardé à mort à Crépol. C'est Shannon, 13 ans, violé et tué dans ma circonscription dans l'Oise, dont les obsèques ont lieu en ce moment même. C'est Chemseddine, 15 ans, lynché à mort à Viry-Châtillon. C'est Samara, 13 ans, rouée de coups à la sortie de son collège à Montpellier. Cette sauvagerie gratuite, aveugle et hélas presque banale ne doit pas seulement nous interpeller. Elle nous oblige à réagir collectivement et elle vous impose, Monsieur le Premier ministre, de sortir de l'aveuglement. Car non, contrairement à ce que disait votre garde des Sceaux, l'insécurité n'est pas un sentiment, c'est une triste réalité. Et non, l'ensauvagement de la société ne peut plus être contesté. Votre réponse passe entre autres par une lutte implacable contre le harcèlement en ligne, en sanctionnant très fermement leurs auteurs et en protégeant les victimes. Cela nécessite aussi de responsabiliser les parents démissionnaires et de suspendre les allocations familiales quand il le faut. Cela impose également, en de pareils cas, d'en finir avec l'excuse de minorité, alors que leurs bourreaux sont souvent à peine plus âgés que leurs victimes. Les mesurettes ne peuvent plus suffire et la réponse pénale doit être implacable. Comment comptez-vous répondre à ces violences d'une telle barbarie ? Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Oui, Madame Allez, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Minot, d'abord évidemment que cette série de crimes que vous avez rappelés nous accable toutes et tous, bien sûr. Comment lutte-t-on contre la délinquance lorsque, contrairement à certains, on ne dispose pas de baguette magique ? D'abord, peut-être les parents, et vous avez raison de rappeler qu'il faut rappeler aux parents leurs responsabilités. J'ai donné tout à l'heure le chiffre. Une question avait été posée par Monsieur le Président Marlex. 310 condamnations sont intervenues depuis que j'ai demandé au procureur de poursuivre les parents, non pas dépassés, mais défaillants. L'école ensuite, bien sûr, qui est le creuset républicain. Et je dois dire que, et vous le savez, notre Premier ministre est très engagé sur cette question. Le réarmement des forces de sécurité intérieure. Vous avez, votre famille politique, voté les textes permettant d'embaucher des gendarmes, des policiers. Le réarmement judiciaire, bien évidemment. Je veux m'arrêter une toute petite seconde parce qu'il est multiple. Vous savez, le ministère de la Justice est d'une certaine façon le ministère du malheur parce que
Le malheur arrive et la justice est saisie. Mais nous avons pris des lois qui étaient extrêmement importantes. La justice n'a jamais été aussi sévère, en dépit de ce qu'en disent certains, et la Cour des comptes le confirme de façon très claire. Renforcement de l'arsenal juridique et réarmement de la justice, là aussi, avec un plan d'embauche que vous avez permis, monsieur le député Minot, de réaliser. Enfin, je dois dire que sur les réseaux sociaux, un énorme travail a été fait, notamment au niveau européen, grâce au président de la République. Il faut continuer encore, sans relâche, jamais. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Minot, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Désolé de vous avoir réveillé. Non, je plaisante. Monsieur le ministre, effectivement, je pense que nous avons toujours été du côté du soutien, en tout cas, à la disposition, à la réponse pénale. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de minutes de silence et de moments de recueillement. Et sachez qu'effectivement... Alors, merci, monsieur le député. Moi, je vais vous rappeler à l'ordre, compte tenu du temps qui vous reste. Alors, la parole est à monsieur Romain Baudry pour le groupe Rassemblement National. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Monsieur le ministre, des opérations de communication XXL à une politique pénitentiaire XXS, il n'y a qu'un pas. Alors que nos policiers et nos gendarmes fournissent un travail colossal au quotidien pour tenter de mettre hors service les trafiquants de drogue, de votre côté, une fois de plus, vous voilà dans le rôle de l'instigateur du laxisme. Le trafic de stupéfiants ainsi que la consommation doivent être combattus dans la rue, mais aussi dans nos prisons. Or, monsieur le ministre, vous préparez le décret visant à instituer des alternatives aux poursuites lors de la commission d'infraction disciplinaire par les détenus, même lorsqu'il s'agira d'affaires de stupéfiants ou de détention de téléphones portables. Comment accepter que la sanction puisse être une simple lettre d'excuse alors que l'on sait d'une part que ces trafics de stupéfiants se développent à vitesse grand V à l'intérieur des murs, mais aussi que de nombreux détenus incarcérés gèrent encore le deal à l'extérieur. Vous avez blissé toujours un peu plus l'autorité du personnel de surveillance qui exerce déjà dans des conditions extrêmement difficiles. Vous, le ministre des détenus, comptez-vous faire de nos prisons des zones de non-droit? Car par cette décision, ce n'est pas un sentiment d'impunité que vous diffusez, c'est l'impunité que vous instaurez. Je vous remercie. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Baudry, vous venez là, à l'instant, devant la représentation nationale, de nous présenter un mensonge et une fake news. Vous en avez d'ailleurs l'habitude. Alors, je vais vous répondre. Vous évoquez en réalité un projet de décret qui prévoirait une réduction des sanctions disciplinaires pour les détenus qui se livreraient au trafic de stupéfiants en détention. Ce n'est pas vrai et c'est justement tout l'inverse. Mais je pense que vous n'avez pas lu la dernière version du décret qui est en préparation, monsieur le député, pardon. Ce décret, il est en cours de concertation. Il vise précisément à lutter contre l'impunité en détention. Il prévoit d'assurer une réponse rapide, systématique pour les incidents de faible gravité, jeter des détritus par la fenêtre de sa cellule, monter le son de la radio. Les détenus auront ainsi, par exemple, une obligation immédiate de nettoyer ou de réparer. Et les incidents les plus graves, monsieur le député, comme les violences, les menaces, les insultes, le trafic de stupéfiants, sont totalement exclus de ce dispositif. Vous n'avez pas lu en réalité ce projet de décret et la présentation que vous en faites est scandaleuse. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous, en revanche, vous n'avez pas écouté, parce que je n'ai pas parlé forcément de trafic de stupéfiants, parce que, vous le savez, les infractions disciplinaires sont en plusieurs groupes. Et il y a notamment la détention ou la consommation de stupéfiants. On le sait, hein, monsieur le ministre, vous aimez amuser la galerie, mais dans nos prisons, on a besoin davantage d'ordre et de discipline que de les transformer en parcs d'attractions, comme souvent vous le faites. Ce décret, monsieur le ministre, c'est un aveu de faiblesse, parce que face à l'explosion des incidents dans les établissements pénitentiaires, c'est la seule solution que vous avez trouvée. Moi, j'ai souvenir d'un Dupond-Moretti visionnaire. C'était celui qui, en 2018, affirmait que s'il devenait ministre de la Justice, ce serait le bordel. Bah bravo, vous aviez raison. Je vous remercie, monsieur le ministre.
Alors là, vous avez du mal, hein. C'est une espèce de ratatouille, là, pour vous rattraper. En fait, vous me faites le reproche, devant la représentation nationale, de prendre un décret qui aurait pour objet de ne plus sanctionner les infractions les plus graves en détention, alors qu'en réalité, on prévoit, ça va plaire au Premier ministre, j'en suis convaincu, tu nettoies, tu casses, tu répares, voilà, pardon, voilà, tout ça pour éviter de réunir la commission, et les infractions... Et les infractions les plus graves sont sanctionnées. Ratatouille, ratatouille. Cuisine, monsieur le député Baudry. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Élise Boucher. Le Boucher. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre délégué à la santé et à la prévention, une nouvelle fois, j'interpelle sur la situation de la psychiatrie publique. Aujourd'hui, c'est moi. Hier, c'était ma collègue Anne Stambach à Toulouse. Demain, ce sera Mathilde Digna à Redon, tant la crise est partout. En Sarthe, désertification médicale, fermeture régulière des urgences périphériques, 180 lits fermés en 10 ans à l'EPSM de la Sarthe, encore 42 l'été dernier, 29 postes vacants de psychiatres. Au détriment de tous les patients, le service des urgences du centre hospitalier du Mans prend le relais de l'EPSM à qui vous ne donnez pas les moyens de remplir sa mission. Fait exceptionnel, les médecins et soignants des urgences témoignent ouvertement, comme ils l'ont fait la semaine dernière sur France 2. Vous obligez les soignants à mettre sous contrainte des personnes plusieurs jours, sans cadre légal, sans formation, sans prise en charge psychiatrique. Vous hospitalisez les personnes hors département, loin de leurs proches et de leurs repères, et parfois le pire advient. Monsieur le ministre, chers collègues, mettez-vous à la place des soignants qui doivent annoncer aux familles que leur proche est suicidé à l'hôpital après 10 jours d'attente aux urgences. Monsieur le ministre, comme vos prédécesseurs, je vous ai invité sur notre territoire pour entendre les soignants, les patients et leurs proches. N'attendez pas de drame au Mans comme à Toulouse. Venez voir les équipes de l'EPSM. Elles ont des propositions. Elles sont attachées à la psychiatrie publique et refusent sa destruction programmée. Au-delà des effets d'annonce d'une quelconque grande cause nationale ou d'un énième rapport, en Sarthe et ailleurs, que comptez-vous faire sérieusement pour réparer ce que 20 années de vos politiques néolibérales ont détruit? Exactement. Je vous remercie. La parole est à monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame Élise Le Boucher. La situation des urgences, effectivement, au Mans, doit nous interpeller et m'interpelle. Dans la Sarthe, la situation, je la connais bien. Et j'ai d'ailleurs diligenté ces derniers jours une mission d'experts pour venir en appui aux soignants qui font face à une situation de tension extrême. Cette tension, elle se concrétise par effectivement une absence de 50%, une vacance, pardon, de 50% des postes de psychiatres qui effectivement réduit la capacité à faire face aux besoins des patients du territoire. Ça n'est pas une diminution de moyens imposée par le gouvernement, c'est effectivement un manque d'effectifs. Et face à ce manque d'effectifs, une chaîne de solidarité s'est mise en place qui implique l'hôpital du Mans, qui implique le CHU Angers, qui ont ouvert des lits, qui ont ouvert des places, de manière à ce que la continuité des soins soit assurée dans cette chaîne de solidarité des soignants qui effectivement fonctionne. Vous avez cité d'autres territoires, vous avez cité Toulouse. La situation n'a rien à voir. À Toulouse, il y avait une problématique et ça a amélioré depuis quelques semaines de dialogue et de coopération entre le public et privé. La situation dans la Sarthe est très différente et appelle à des réponses très différentes, car chaque situation doit être regardée effectivement à l'aune de ce que le territoire vit et des situations particulières. J'y réponds très concrètement avec le gouvernement. C'est ce gouvernement qui a augmenté les capacités de formation de médecins. C'est ce gouvernement qui va continuer à former plus de médecins. C'est ce gouvernement qui fait monter en compétences des auxiliaires et en tout cas des paramédicaux aux côtés des médecins pour mieux prendre en charge aussi bien en santé mentale que pour l'ensemble du soin. Et c'est ce gouvernement qui agit et ne reste pas les bras ballants. Nous allons le faire pour la Sarthe comme je l'ai fait pour Toulouse. Je vous remercie, monsieur le ministre. Allez-y, ma chère collègue. Alors, vous répondez par petits bouts, des missions-ci, des rapports IGAS ailleurs, ce qui montre bien que l'IGAS n'a pas les moyens d'assurer plusieurs missions simultanées. Mais à quand une réflexion sur les conséquences de vos choix politiques qui ont vu fondre les effectifs de la médecine scolaire, de la petite école à l'université, de la médecine du travail, vos choix politiques qui mettent à mal la protection de l'enfance, le médico-social, vos choix politiques qui abîment les corps et les esprits avec la retraite à 64 ans, la réforme de l'assurance chômage. Ces choix qui font qu'aujourd'hui 13 millions de Français sont touchés par un trouble psychiatrique. Soyez au rendez-vous du PLFSS 2020. Lisez le travail que nous avions fourni pour celui de 2024 et que vous avez balayé à coup de 49.3. Pour terminer, la parole est à monsieur le ministre.
Le ministre de la Justice parlait de bouillabaisse. Vous, c'est Boulga, vous mélangez absolument tous les sujets. J'ai répondu de filières de formation. J'ai répondu de montée en compétence de certains citoyens. Vous ne voulez rien entendre. Vous ne voulez rien entendre des réponses concrètes. La situation de la Sarthe sera réglée comme on va régler effectivement à Toulouse. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Pour rendre justice au garde des Sceaux, il parlait de ratatouille et non pas de bouillabaisse. Monsieur le garde des Sceaux. La parole est à Madame Chantal Boulou pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué en charge de la santé et de la prévention. Monsieur le ministre, samedi dernier, un soignant du centre hospitalier de Challans était agressé par l'accompagnateur d'un patient, alors qu'il tentait simplement de lui porter assistance. Je tiens ici à saluer le travail des forces de l'ordre qui ont interpellé le suspect. Le brancardier, figure éphémère de ces héros du quotidien qui peuplent nos établissements de santé, était ce matin encore en soins intensifs. Le 23 mai dernier, notre collègue Éric Girardin se tenait alors à ma place dans cet hémicycle suite à l'agression dont étaient victimes une infirmière et une secrétaire médicale du CHU de Reims. L'une d'entre elles en est même décédée. Ces cas extrêmes ne sont pourtant pas isolés. En effet, selon les chiffres de l'Observatoire national des violences dans les milieux de santé, en 2022, 23 500 professionnels ont déclaré avoir été victimes de violences dans des établissements de santé, soit 64 victimes par jour. Ce chiffre doit nous alerter collectivement. Nous le reconnaissons, le gouvernement a d'ores et déjà mené des actions d'ampleur. Ainsi, le plan pour la sécurité des professionnels de santé, dévoilé en septembre 2023, érige le renforcement du signalement des violences portées en soignants en chantier prioritaire du ministère de la Santé et de la Prévention. Mais face à l'urgence de la situation et pour répondre à des inquiétudes légitimes de la profession, il nous faut répondre par des actes politiques forts. Monsieur le ministre, comment comptez-vous garantir la sécurité de nos personnels soignants dans l'exercice quotidien de leurs missions essentielles? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Chantal Boulou. Je tiens d'abord à redire ici toute mon indignation devant l'agression inadmissible dont a été victime effectivement ce brancardier, cet homme de 61 ans qui travaillait depuis très longtemps à l'hôpital de Challans, qui était apprécié et qui est apprécié de ses collègues. Son état va mieux. Et c'est important de le dire. Il est aujourd'hui stabilisé, son pronostic vital a été levé et il se remet de ses blessures. Je lui adresse d'ailleurs, je pense au nom de l'ensemble de la représentation nationale et du gouvernement, de prompt vœu de rétablissement. Je voudrais lui dire aussi toute ma solidarité pour lui, sa famille, ses amis, mais aussi tous les agents tous les agents de cet hôpital qui ont été particulièrement choqués par cette agression violente et barbare qui est un pur acte de délinquance. Vous l'avez dit, l'auteur des faits a été interpellé. Il a été interpellé grâce au circuit de vidéosurveillance qui effectivement a permis très vite de retrouver l'identité de l'agresseur et aux forces de police de l'arrêter. Ces vidéosurveillances, c'est un des aspects, le développement de ces réseaux de vidéosurveillance, c'est un des aspects du plan que vous avez cité de décembre dernier qui permettait de renforcer par une quarantaine de mesures très concrètes et très précises la sécurité des soignants, autant d'ailleurs à l'hôpital que dans le monde libéral. Je ne vais pas vous citer les mesures, mais vous y avez fait allusion, elles sont en train d'être et permettent là aussi d'apporter des réponses très concrètes. Réponses très concrètes, vous avez parlé d'actes politiques forts. Je voudrais rappeler le vote ici même, le 14 mars dernier, de la proposition de loi présentée par le député Horizon Philippe Pradal et qui permettait d'aggraver les peines pour les agressions contre les soignants et ainsi de rapprocher ce qui existe pour les agents publics, la protection qui existe pour les agents publics et de faire le même traitement pour les soignants. Cette mesure permet là aussi de sanctionner plus fortement encore ceux qui commettent l'irréparable, c'est-à-dire agresser ceux qui sont là pour soigner, pour prendre en charge et qui n'ont qu'un autre objet dans la société, c'est de tendre la main à l'autre. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Et c'est
la fin des questions au gouvernement. Bienvenue sur LCP pour le débrief. Nous sommes ici, salle des pas perdus, à quelques mètres de l'hémicycle où vient de s'achever cette séance de questions au gouvernement, où on a parlé d'un plan pour lutter contre les violences entre jeunes, des mesures extrêmement fortes pour créer un sursaut dans la société et rétablir l'ordre. Ce sont les mots du Premier ministre Gabriel Attal. Vous l'entendrez bien sûr dans cette émission où on va retrouver Elsa Monagava et Stéphanie Despierres, évidemment en salle des 4 colonnes, et Marco Pommier sur les marches du Palais Bourbon. Et avec moi sur ce plateau, un face-à-face, Alexandre Vincendet, bonjour, député Horizon et apparenté du Rhône, et face à vous Pascal Borde. Bienvenue à vous, vous êtes député Rassemblement National du Bonjour. On retrouve Stéphanie Despierres qui était dans l'hémicycle il y a quelques instants pour suivre cette séance de questions au gouvernement. Stéphanie, vous retenez un échange assez fort entre Benjamin Sainte-Tuile, député Lyotte du Nord, et le ministre des Finances Bruno Le Maire. Oui, c'était la troisième question sur le thème du déficit public et des finances du pays. Sainte-Tuile dénonce une dette abyssale, réclame une taxation des plus riches, plus de justice fiscale. Il est applaudi par la gauche. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, répond. Il y a déjà beaucoup de bruit, mais l'hémicycle s'échauffe surtout ensuite quand Benjamin Sainte-Tuile reprend la parole. Il lance les superdividendes, les rachats d'actions. C'est pas des propositions bolcheviques, elles viennent de vos rangs. Du MoDem, lance le député Lyotte qui continue. Comme le dirait le président de la République, ça fait 7 ans que tu es là, Bruno. Il est temps de s'y mettre, ce qui déclenche des bravo sur tous les bancs, de la gauche, de la droite et de l'extrême droite. Alors dans un brouhaha permanent, Bruno Le Maire essaye de reprendre la parole. Il défend sa politique sous les huées, mais ça ne s'arrête pas. La droite, la gauche essaye de l'empêcher de parler. Et Maxime Minot, un député Les Républicains, mime un joueur de flûte. Merci Stéphanie Despierres pour ce débrief. On va retrouver à présent Marie Lebec, qui est la ministre des Relations avec le Parlement, qui se trouve avec Marco Pommier à l'extérieur du Palais Bourbon, de l'hémicycle plutôt, mais dans le Palais Bourbon. Ministre des Relations avec le Parlement, c'est à vous Marco. Oui Brigitte, Marie Lebec, premier revers pour le projet de loi d'orientation agricole. La France insoumise, aidée des oppositions, a obtenu la saisie du Conseil constitutionnel, estimant que l'étude d'impact qui accompagnait ce texte était insincère. Qu'est-ce que vous répondez à vos oppositions ? Effectivement, on a bien vu ce matin en conférence des présidents que c'est une manœuvre très politique, dilatoire de la part de la France insoumise, avec les oppositions qui se sont réunies autour d'elle. Effectivement, ils avaient cette possibilité de voter. Ils ont fait le choix de demander au Conseil constitutionnel une saisine complémentaire, sachant que l'étude d'impact fait quand même 250 pages pour un texte de 19 articles, et au demeurant qui a été aussi enrichi à l'occasion de son passage en Conseil d'État. Donc une étude qui est assez complète. C'est assez étonnant ce vote de l'ensemble des oppositions, après nous avoir beaucoup dit que c'était essentiel, urgent de pouvoir débattre d'agriculture. Aujourd'hui on voit bien qu'ils essayent de ralentir la présentation de ce texte. Le texte devait être débattu à partir du 13 mai prochain à l'Assemblée. Est-ce que ce passage par le Conseil constitutionnel va beaucoup retarder les débats ? Alors en théorie ça ne devrait pas retarder les débats. Ce que nous espérons c'est un avis favorable de l'étude sur l'étude d'impact de la part du Conseil constitutionnel. Nous avons donc suspendu son inscription, mais le gouvernement, fort de l'urgence qui a été soulevée par les agriculteurs, est très attentif à ce que nous puissions rester dans ces délais de mi-mai pour inscrire ce texte qui est absolument fondamental et qui permettra de répondre à un certain nombre des sujets soulevés par les agriculteurs. Marie Lebec, et pas des moindres, les Républicains menacent le gouvernement de censure après le dérapage du déficit public. La France insoumise et le Rassemblement national sont prêts à voter cette motion de censure et à renverser le gouvernement. Vous ne devez pas être très serein. Écoutez, sur les motions de censure, c'est une prérogative des parlementaires. Nous y sommes tout à fait attentifs, mais ce à quoi nous sommes en réalité extrêmement attentifs avec le Premier ministre, avec le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire et le ministre du budget Thomas Cazenave, c'est surtout de pouvoir apporter les réponses à cette question d'impact budgétaire. Effectivement, il y a des moindres recettes. Il faut que nous puissions, et c'est notre crédibilité, c'est les marges de manœuvre pour conduire notre politique, trouver les bonnes réponses. Donc les ministres en charge de ces questions depuis semaine se propose d'associer notamment les oppositions à la réflexion. Je constate qu'aujourd'hui on passe plus de temps à débattre de savoir qui va déposer une éventuelle motion de censure au gouvernement qu'à faire des propositions pour lutter contre le déficit public. Donc le gouvernement n'est pas inquiet ? Le gouvernement prend toujours ça avec beaucoup de prudence. Je crois qu'il faut faire attention à ces mesures, mais encore une fois, est-ce que le cœur du sujet c'est de savoir qui va déposer la motion ? Et je constate que tout le monde
la balle régulièrement, expliquant qu'il voterait la motion de l'un ou de l'autre, plutôt que de faire des propositions en matière d'économie. Merci beaucoup, Marie Lebec, pour votre réaction. Merci à vous. Merci Marco Pommier. Pascal Bordes, vous avez entendu Marie Lebec, pas tellement d'inquiétude du côté du gouvernement sur une éventuelle motion de censure. Est-ce que vous seriez prête, Rassemblement national, à voter une motion de censure qui serait déposée par les Républicains? Alors, effectivement, comme nous l'avons toujours dit et toujours fait, nous voterons les motions de censure qui nous paraissent devoir être votées, qu'elles émanent de n'importe quel groupe. C'est quelque chose auquel nous tenons, c'est une possibilité pour les parlementaires et nous ne faisons pas de notre côté de sectarisme. S'il nous paraît intéressant pour nos concitoyens de voter une motion de censure, même si elle émane de LFI, nous la voterons. Voilà, soyons concrets. En fait, l'idée, c'est de déposer une motion de censure parce que les coupes budgétaires ne sont pas suffisantes, parce qu'il n'y a pas de budget rectificatif. Est-ce que c'est suffisant, ça, pour apporter vos voix à celles des LR? Bien évidemment que c'est suffisant. Nous sommes à 5,5 points de déficit sur le PIB. Je ne sais pas ce qu'il faut d'autre pour que ce soit déclaré suffisant. Alexandre Vincent-Day, comment vous voyez les choses, vous? Est-ce que cette motion de censure, elle ne paraît pas inéluctable aujourd'hui? Le vrai sujet, en fait, c'est simple. C'est que dans la situation où est notre pays et où sont les finances publiques, est-ce qu'aujourd'hui les Français réclament une motion de censure et donc une crise politique? Ou est-ce que de l'autre côté, ils réclament des solutions et, comme l'a dit Édouard Philippe encore récemment, une réforme profonde de l'État. Je pense qu'ils attendent plutôt la deuxième solution. Moi, tous les gens que je croise dans ma circonscription, dans ma commune de Rieux-la-Pape me le disent, il faut être utile. Arrêtons de penser à 2027. On est aujourd'hui en 2024, il y a quelques années avant la prochaine élection présidentielle, et je pense qu'il faut que tout le monde se calme, que tout le monde se dise qu'on est au service des Françaises et des Français, au service de notre pays, et que le plus important, c'est pas créer de la crise sur la crise et de l'inquiétude et rajouter de l'inquiétude sur l'inquiétude, c'est d'apporter des solutions concrètes. Et les solutions concrètes, c'est avoir des réformes courageuses, des réformes parfois difficiles. On l'a fait sur la réforme des retraites. Je rappelle que le Rassemblement national n'a pas voté la réforme des retraites. Il a même déposé une motion de censure. Ça veut dire qu'il ne voulait pas réformer, il ne voulait pas garantir le système de retraite. Et il y a deux solutions. Soit justement on essaye de faire du bon gros rouge quitage, de la politique politicienne, on essaye de créer de la polémique en jouant sur les peurs. Mais ce qu'on vous demande, c'est de baisser les dépenses, et finalement, ça, rien n'a été fait. Non mais justement, j'ajoute une dernière chose, c'est que le vrai sujet, c'est que si tout le monde ne pense pas à 2027 et que tout le monde est responsable, alors on arrivera à porter des mesures qui sont parfois impopulaires, mais extrêmement courageuses pour préserver les finances de notre pays, ou alors sinon, oui, jouons avec le feu. Mais je pense qu'au final, ça sera les Français qui seront perdants et ça ne sera certainement pas les formations politiques qui pensent en tirer un substantiel gain politique. Alors il y a un certain nombre de mesures à prendre, de décisions à prendre. Il y a une mission qui a été lancée pour éventuellement taxer les rentes et il y a des propositions à gauche sur des augmentations d'impôts. Notamment, on va entendre Éric Coquerel, qui est député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui est intervenu dans l'hémicycle cet après-midi et qui se trouve au micro d'Elsa Mondingava. Oui, justement, et vous suivez un peu le raisonnement du président de la République. S'il y a un problème de recettes et non pas de dépenses, c'est bien qu'il faut aller chercher des recettes supplémentaires, donc augmenter certains impôts. Oui, alors c'est plutôt le président de la République qui suit enfin nos raisonnements. Il faut le faire dans l'autre sens. Parce que ça fait longtemps que je dis que le problème du déficit, après le Covid explique une partie du déficit, mais la suite, c'est les recettes dont le président de la République s'est privé en baissant les impôts et les impôts des plus riches. Donc c'est bien de ça dont il est question et non pas de baisser les dépenses publiques. Sauf que là, le gouvernement dit on n'augmentera pas les impôts. Ils l'ont redit. C'est là où il y a toutes les contradictions de ce gouvernement. Alors vous remarquerez que Bruno Le Maire a redit aujourd'hui de manière ferme on n'augmentera pas les impôts. Et d'un autre côté, on a Gabriel Attal qui nomme une mission avec la majorité pour réfléchir à des taxations de rente. Donc on ne sait plus très bien qui pense quoi. Bon, moi je pense que c'est un leurre. Je pense qu'ils ne veulent pas changer de politique. Mais par contre, ils sont coincés parce que la baisse des dépenses publiques, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une année où l'activité économique se réduit, vous accroissez ce problème récessif. Vous accroissez le ralentissement de l'activité économique. Donc vous avez moins d'entrées, donc vous avez moins de recettes, donc vous avez plus de déficit. Dernière petite question au président de la Commission des Finances. On va en savoir un petit peu plus que veut le gouvernement. Il y a un texte, ça s'appelle le pacte de stabilité qui va être présenté. Et là, on va voir un petit peu dans quel domaine on va faire l'économie. Alors on va surtout voir comment il gère le déficit en 2024. Il était prévu à 4,4. Bon. Donc on va voir ce qu'il annonce. Moi je prends les paris qu'il sera pas loin de 5. Et si c'est le cas, je ne vois pas comment en 2 ans après il se réduit à 3%. Donc je crois que ça consacrera l'échec
de la vision économique de ce gouvernement. Merci beaucoup Éric Coquerel. On continuera à suivre évidemment puisqu'il y aura des textes présentés, on en saura plus. Merci Elsa Mondingava. Pascal Bordes, il y aura effectivement ce programme de stabilité qui sera débattu le 29 avril dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat et quelles propositions vous allez faire pour justement revenir dans les clous du déficit public ? De ce débat, je n'attends strictement rien. Je n'attends rien parce que on prend le problème à l'envers. En fait, on s'attaque, on fait mine, vu l'ampleur du désastre, on fait mine de s'attaquer aux conséquences sans s'attaquer aux causes. Il faut s'attaquer aux causes. On ne va pas s'attaquer aux conséquences en créant une task force pour taxer les uns et les autres, à commencer par les petits épargnants, à commencer. Mais alors quelle cause ? On s'attaque à quoi ? Non, moi je suis pour s'attaquer effectivement aux causes. Commençons effectivement par supprimer l'AME, c'est 1,2 milliard. Se pose également en énormes dépenses le budget des mineurs non accompagnés. Il faut réformer ça, il faut s'attaquer. Encore donc vous, c'est plutôt du côté de l'immigration que vous pensez qu'on peut faire des économies ? Entre autres de l'immigration, oui, c'est un budget mais colossal que personne n'a la capacité de chiffrer réellement. Personne, c'est dire l'ampleur du déficit. Donc commençons mais l'AME, il y a eu un rapport de Claude Évin et de Patrick Stefanini qui dit que finalement, il n'y a pas d'abus. Sur l'AME, il y a peut-être des ajustements à faire, mais il n'y a pas d'abus. Un ajustement à 1,2 milliard, pour moi, c'est pas un ajustement. Et c'est un programme de santé publique. C'est un programme de santé publique. Le rapport dit que c'est un programme de santé publique. Mais nous n'avons pas vocation à accueillir toute la misère et tout le monde de notre pays. Nous n'en avons plus les moyens. Donc effectivement, s'il y avait moins d'immigration, nous n'aurions pas ce 1,2 milliard à payer. Et tout ce qui est en lien effectivement avec cette immigration incontrôlée, que ce soit ne serait-ce que pour les programmes de sécurité, problèmes de l'hôpital, pour les problèmes de l'éducation nationale, c'est un énorme surcoût. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais, j'en terminerai par là, je pense en particulier au budget des départements qui sont complètement noyés par les mineurs non accompagnés des MNA. Des mineurs accompagnés. Alexandre Vincent-Day, vous, les pistes au gouvernement, vous allez plutôt les chercher du côté de la taxation de la rente. Il y a une mission qui a été confiée à Jean-René Cazeneuve. Ça veut dire quoi, taxer les rentes ? On avait vu l'inquiétude dans l'hémicycle d'Éric Ciotti cet après-midi, dire est-ce qu'on va taxer l'assurance vie ? Où vous voulez prendre l'argent ? Premièrement, je suis complètement raccord avec les autres membres de la majorité. Il n'y a pas d'augmentation d'impôts à faire. Je pense que si on augmente les impôts, on a l'effet inverse de celui qu'on recherche, c'est-à-dire qu'en fait, les recettes baisseront parce qu'il y aura moins d'investissement. Par contre, sur les rachats d'actions, ce qu'on a pu voir, en effet, et le questionnement qu'il peut y avoir, il y a une task force parlementaire qui a été réunie. Le vrai sujet, c'est quoi ? C'est que les entreprises du CAC 40 ont dépensé 30 milliards en trésorerie pour racheter leurs actions. Et que dans le même temps, c'est de l'argent qui n'a pas été mis pour l'augmentation des salaires ou pour les investissements. Et le but, mais pour faire monter la valorisation de l'entreprise. Pour faire monter la valorisation et donc aussi servir les faire actionnaires. Augmenter facialement la valeur des actions et par les actionnaires et donc des dividendes. Donc le but, c'est d'essayer de réorienter la trésorerie des entreprises vers justement les investissements et les salaires. Première chose. Deuxième chose. Et on a entendu Bruno Le Maire dire qu'il y était prêt à cette réflexion sur les rachats d'actions. Si c'est pour réorienter ces choses-là, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, parler simplement de l'AME pour redresser les comptes publics, excusez-moi ma chère collègue, c'est un peu court sur pattes, si vous me permettez l'expression. Il y a la question du logement. Il faut qu'on relance la politique de création de logements parce que, au-delà du fait de créer des solutions pour des personnes qui sont en recherche de logement dans notre pays, on sait qu'aujourd'hui il y a une vraie crise qui est en place. Ça permet de faire rentrer des rentrées fiscales substantielles. C'est plusieurs milliards d'euros si on débloque le marché du logement. Et dernière chose, c'est relancer le marché du travail aussi, parce que si on avait un taux de chômage qui continuait à baisser, ça redresserait aussi les comptes publics. Donc arrêtons de parler uniquement d'augmentation des impôts, mais si vous avez justement des mesures fortes sur le logement, sur le marché du travail et sur la réforme de l'État, alors vous aurez de façon extrêmement importante. Alors je voudrais vous faire réagir à une autre actualité aujourd'hui, puisque cet après-midi on a parlé des violences entre les jeunes et le Premier ministre a annoncé un plan prochainement pour lutter contre ces violences. Des mesures extrêmement fortes, a-t-il dit, pour créer un sursaut dans la société et rétablir l'ordre. Pascal Bordes, pour vous, ça passe par quoi ces mesures ? Est-ce que c'est, comme l'a dit le Premier ministre, de l'éducation nationale, plus d'autorité dans les classes ? Passe par les parents à responsabiliser ? Alors c'est un tout, c'est un énorme chantier. Ça fait jamais que 25 ans que j'entends ça.
et on n'a jamais rien fait. Donc là, j'attends de voir quand même ce qui va être proposé avant de me forger une idée, mais en fait, évidemment, nous avons des jeunes, très jeunes, hein, puisque nous sommes dans l'hyperviolence maintenant, qui n'ont absolument peur de rien. Ils n'ont absolument rien ne les arrête, ils n'ont aucune, j'ai envie de dire, aucune morale, aucune règle. Ils vivent selon leurs propres règles. Souvent, ils sont issus de sociétés patriarcales où il y a une différence, on fait une différence énorme entre les hommes et les femmes. Et effectivement, ils ont un rapport à l'autorité qui est complètement hors du temps. Voilà. Donc, vous proposez quoi? Alors, il faut s'attaquer à ça, et il faut aussi s'attaquer, c'est un autre volet, il faut s'attaquer, c'est la justice en fait, ce sont les sanctions. Je note. Donc vous, c'est plutôt répressif qu'éducatif? Ah ben on a essayé, ça fait 30 ans qu'on a essayé le préventif, l'éducatif. Il faut remettre la victime, et c'est fondamental. Le répressif. Moi, ça fait 30 ans. Il faut remettre la victime au sein du procès pénal. Il n'est plus question de s'attaquer uniquement pour prononcer une sanction aux délinquants. Il faut que la sanction soit proportionnée effectivement au dommage physique qui a été occasionné à la victime. C'est fondamental. À la hauteur des dommages. Alexandre Vincendet, pour vous, c'est quoi la bonne réponse? C'est multidirectionnel, justice, préventif, éducatif? Il faut avancer sur l'ensemble des chantiers. Première chose, c'est pouvoir répondre tout de suite au premier acte. Et donc, s'il le faut, convoquer tout de suite le conseil de discipline. Deuxième chose, sur le harcèlement. Moi, je l'ai vécu en tant que maire avant d'être parlementaire. Quand vous avez des parents qui viennent avec des enfants qui ont été harcelés, c'est souvent l'enfant harcelé qu'on faisait changer d'établissement et pas l'enfant harceleur. Et ça a changé. Et ça, il faut que ça change et il faut qu'on s'y attelle de plus en plus. Et ça a changé. Dernière petite chose, c'est la responsabilité parentale. Vous avez un enfant qui est mineur. S'il est mineur, c'est justement parce qu'il n'est pas majeur. Et donc, qu'il a des responsables. Ces responsables, ce sont les parents. Et sur la responsabilité parentale, je pense qu'il faut taper extrêmement fort. Et ça, c'est une des mesures que depuis des années, on n'a pas pris en compte. Il faut vraiment qu'on progresse. Il faut ce plan dans les prochaines semaines et c'est la fin de cette émission. Je suis obligée d'arrêter là. Merci Alexandre Vincendet, merci Pascal Bordes d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous bien sûr demain pour une nouvelle séance de questions au gouvernement, 13h55 sur LCP. Ce qui nous anime, c'est véritablement redonner une place aux victimes. J'attends toujours les jurés avec impatience. C'est toujours la même question qui me hante. Est-ce qu'ils vont